Merci de votre fidélité. C'est toujours un bonheur, un plaisir de vous savoir au rendez-vous du soir sur la télévision du Monde. Ce mardi encore, nous sommes des vôtres et avec vous, bien évidemment, nous reviendrons sur une actualité qui tourne autour de la taxation de la téléphonie mobile et tous les terminaux numériques. Donc, dans une correspondance adressée ce 19 octobre 2020 au secrétaire général des services du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda, le secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs ministre d'État, Ferdinand Ngongo, transmet au gouvernement l'instruction du chef de l'État, Paul Biya, demandant de suspendre l'application de la réforme consistant à collecter les droits et taxes de douane sur les téléphones et tablettes via une plateforme numérique dédiée à cet effet. Pourquoi ce rappel ou ce rapport qui est ainsi fait alors que, on le sait, depuis le 15 octobre 2020, la dite mesure devrait être applicable sur l'ensemble du triangle national. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation aujourd'hui, cette sortie du secrétaire général des services ou alors de la présidente de la République, par ailleurs ministre d'État? Peut-on estimer que Ferdinand Ngongo est allé au-delà de ses prérogatives? A-t-il la responsabilité d'interpeller le Premier ministre chef du gouvernement, mais bien plus cette mesure au Cameroun? Des questions et bien d'autres qui seront évoquées et abordées dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Nous sommes mardi, c'est la deuxième livraison de la semaine et vous le savez, le programme se veut interactif. 6 99 57 30 26 6 99 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès. Ou alors écrivez-nous directement via la page Facebook de ce programme, via la page de la télévision du Monde, LTM TV officielle. Mesdames, Messieurs, avec vous, nous ferons le débat ce soir autour de cette problématique de la taxation des téléphones portables et des tablettes. Pourquoi le rétropédalage du gouvernement? La question est donc au cœur du débat ce soir. Avec nos invités, nous ferons le tour de la question. Vous le savez, c'est une émission avec des hommes et des... à ce programme du soir sur la télévision du Monde. Nous vous l'avons dit, la thématique porte essentiellement sur la taxation des téléphones, tablettes et autres accessoires numériques au téléphone. Pourquoi le rétropédalage du gouvernement en rapport avec cette taxation qui devrait être effective depuis le 15 octobre 2020? Le chef de l'État, Paul Biya, a décidé autrement. La dite mesure ne sera donc pas appliquée. Elle est rapportée. Il faut voir plus clair autour de cette mesure. Voilà en quelques mots la substance de la lettre du secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs ministre d'État, Ferdinand Ngongo, qui transmet ainsi les instructions du chef de l'État. Et pour discuter de cette thématique avec nous ce soir, un économiste et non des moindres qui nous revient avec beaucoup de plaisir. Il a été des nôtres dès les premières minutes de cette émission sur la télévision du Monde. Lui, c'est le docteur Jean-Marie Mbiada que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Jean-Marie, bonsoir. Alors, Frédéric, je suis très content d'être là. Madame Simon, militante du RDPC, contente également. Content d'être à côté d'elle. Monsieur Abessolo, avec les lignes d'Aubert, les caméramens et tous ceux qui assurent la mise en œuvre de cette émission. Je tiens à les saluer tout spécialement. Content de retourner à la maison. Vous savez très bien pourquoi ça n'a pas été possible pour moi d'être là. Mais à chaque fois, même par la voie des airs au téléphone, je fais des interventions pour le compte de la maison. Donc je suis content d'être là aujourd'hui en chair et en or. Merci à vous. La thématique vous interpelle davantage. Je regarde l'actualité qu'elle a soulevée et on ne manquera pas d'y revenir avec vous et les autres panélistes dans le cadre de ce programme. Juste à votre droite, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Dr Marcel Simon, qui est par ailleurs enseignant dans les universités du Cameroun. Bonsoir à vous.
Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes, bonsoir particulier à votre consultant et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Ils sont très nombreux à nous regarder tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, dès 21h, sur la télévision du Monde 1 également, qui nous revient avec un grand bonheur. On est tout heureux de l'avoir également dans le cadre de ce programme du soir, tout au clair, sur la télévision du Monde. C'est également un économiste. Il a fait ses preuves dans le domaine au Cameroun et nous le recevons ce soir avec beaucoup de plaisir. Georges Abesolomeka. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Mboutomé, bonsoir chers panélistes et chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous savoir dans le cadre de ce programme tout au clair sur la télévision du Monde. Merci. Et puis, notre consultant Abel Elimpi Lobet qui nous revient ce soir. Abel, bonsoir. Bonsoir. Déjà plongé dans la Bible alors qu'on n'a pas encore lancé l'émission. Oui, parce que je considère que j'aurais pu ne pas être là dans la mesure où ceux que vous avez invités vont apporter des éclairages techniques qui, je l'espère, seront affranchis des considérations politiciennes. Et c'est pour ça que le prophète, Paul, parlant à Timothée, il lui dit: rappelle ces choses, elles veulent qu'à la ruine de ceux qui écoutent la dispute des mots. Parce que pour moi, à partir du moment où le gouvernement a pris une mesure forte visant à lever les équivoques, il a supprimé la matière à spéculation. D'accord, mais ce soir on ne va pas rentrer dans les spéculations, on va essayer de comprendre Ça, le terrain. vous pouvez me donner un congé. Non, on ne vous donnera pas de congé, vous êtes le consultant et vous êtes un acteur majeur de ce programme, Abel. On a donc, dire ainsi, c'est peut-être pas la bonne expression, mais toujours est-il, elle a été mise en veille par le chef de l'État, Paul Biya. Qu'est-ce qui peut avoir amené le chef de l'État à prendre ce type de décision? Le chef de l'État aurait pu nous dire: je demande que cette mesure soit suspendue parce que. J'estime que s'il ne nous donne pas tous ces détails, cela veut dire que ce n'est pas nécessaire qu'on sache tous ces détails. Mais pourtant, la classe politique, la société elle-même était déjà pratiquement divisée autour de cette taxation sur le téléphone, les tablettes et autres appareils Si numériques. vous entrez dans les quartiers, ça ne fait pas le problème des gens là-bas. Les gens s'occupent de leurs affaires. Ils savent qu'un appareil qui entre doit payer la douane. Qu'on fasse payer la douane à Bounanjo, au bord de l'eau, ou qu'on la fasse payer par une technique numérique, ça ce n'est pas le problème du petit Cameroun. C'est un problème pour les acteurs politiques parce qu'ils veulent animer la scène. C'est pour ça que je vous ai dit, et ce n'est pas seulement à vous que je le dis. J'ai été à une émission à Yaoundé dimanche, j'ai dit la même chose. Il n'y a pas une exonération douanière sur les appareils de téléphonie de tout temps. Finalement, il gagnait un argent que l'État doit seul gagner. Parce que quand le commerçant va, il se comporte comme s'il avait payé. Il prend l'argent qu'il a dépensé pour acheter son téléphone, le transporter, il ajoute les 500 francs de douane qu'il n'a pas payé, mais il vous ajoute ça, et vous achetez au prix de revient de votre téléphone, vous allez à la maison. Finalement, l'État a cru qu'il faut trouver une formule, certainement avec les spécialistes des télécoms, les économistes qui sont là pour nous dire de quoi il en retourne. Mais j'ai posé un problème. Comment techniquement, parce que le petit technicien que je suis, j'ai posé la question, comment techniquement on va faire pour que quand un téléphone entre au Cameroun, celui qui l'a fabriqué en Corée, qu'il dise au Cameroun, voilà, j'ai vendu ce téléphone à Moutomé. Pour qu'on sache quand il va entrer au Cameroun, parce qu'en l'état actuel de la maîtrise de la science et de la technique, l'État est capable de savoir que le téléphone est entré. Puisque quand vous mettez une puce, c'est lui l'État qui va dire comment il faut fabriquer les puces.
il va donc être capable, dès que vous mettez votre puce dans le téléphone, et puisque vous n'achetez pas un téléphone pour le garder sans l'utiliser, vous allez toujours mettre une puce. Le jour où vous mettez une puce, eh bien, la puce dit à l'État quel est le téléphone qui l'apporte. Entre autres, ce qu'on appelle l'email, ce numéro, ces caractéristiques, l'État va les connaître. Mais seulement, comment l'État va faire pour savoir que Moutouma a dédouané ceci, il n'a pas dédouané les autres? Le débat pouvait être là. Et on voit que le chef de l'État a suspendu ce débat en disant aux techniciens d'aller revoir un peu et puis de lui donner quelque chose d'autre. D'accord, alors avant À partir de ce moment, pour la première fois, le chef d'État a coupé l'herbe sur le pied des hommes politiques. D'accord. Il n'a rien à dire. Alors, donc on laisse le débat aux techniciens. Docteur Marcel Simon, le chef d'État a donc tapé, ou alors a ramené les choses en leur ordre, mais est-ce que le chef d'État a écouté la population à la base? Il y avait plusieurs sons de cloche, même si Abel semble ne pas le reconnaître, plusieurs sons de cloche, depuis l'annonce de cette mesure qui semblait être enfouie. Que l'État le chef de l'État a coupé le pied ou alors l'herbe sur le pied des économistes comme Des politiques. Voilà, comme le dit le confrère. Mais je voulais plutôt insister sur un aspect, c'est-à-dire le chef de l'État a écouté ces populations. Moi, c'est cet élément-là qui m'intéresse. On a vu un chef d'État qui s'est comporté comme un père. Il a dit, ses enfants, il y a une loi, parce que il faudrait déjà qu'on sache que cette loi, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2019, je crois. C'est-à-dire, elle a été votée, elle a été adoptée, et maintenant, il était temps de la mettre en pratique. Mais simplement, les acteurs, ils ont choisi le mauvais moment, le contexte n'étant pas favorable. J'avais la crise sanitaire qui nous bouleverse tous, les conditions socio-économiques qui ne sont également pas faciles. Alors, du coup, on peut bien comprendre que ce n'était pas le moment d'ajouter une loi comme celle-là qui devrait encore asphyxier, qui devrait encore atomiser les populations. Donc je vais plutôt insister sur l'idée selon laquelle le chef de l'État agit comme un père, il agit comme un papa qui écoute, qui comprend, contrairement à ce que d'autres disent souvent. Ou alors on Fordy pense aussi comme vous qu'il n'est pas nécessaire de le faire maintenant, bien que ou alors l'importance, ou alors l'intérêt que l'action aurait apporté au gouvernement camerounais aurait été, ce moment n'est pas indiqué. Parce que d'ailleurs, dans la note, il l'a précisé très clairement. La précision est claire là-dessus. La loi n'est pas suspendue, n'est pas détruite ou alors enlevée. Elle est reportée. Elle est simplement... on voudrait simplement de pouvoir recouvrer ces fonds. Donc, certainement, attendons-nous à des jours prochains où des nouvelles stratégies ou des nouvelles méthodes seront développées pour pouvoir obtenir ces fonds. Alors, le chef d'État, à travers le secrétaire général de la présidente de la République, opère dans cette sortie, mettez-moi d'appeler ainsi, de Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, autour de ce qui commençait à cristalliser les opinions dans la classe politique, dans la classe sociale camerounaise. Je pense à l'ingénierie financière, juridique, de collecte de cette taxe douanière. Il était judicieux, au vu des arguments avancés par certains et d'autres, de suspendre temporairement l'exécution d'aujourd'hui dans un secteur technologique complexe qui varie, qui est très dynamique et qui parfois la loi ne permet pas à l'État et aux autres de s'adapter rapidement. Mais c'est certainement une niche pour élargir l'assiette fiscale aujourd'hui. C'est le secteur le plus profitable, je dirais, au Cameroun. Le secteur de la téléphonie mobile n'a eu que très peu d'effets négatifs pendant... Donc, il est nécessaire, il est important que l'État puisse aussi bénéficier, non pas simplement nous, les consommateurs, où on a un gain de productivité, on a plus d'informations aujourd'hui, mais un processus d'appel d'offres qui n'a pas été transparent, il n'y a pas eu d'appel. 2, il y a la collecte se fait auprès du consommateur et non de l'importateur. 3, utilisé comme une monnaie. On aurait pu dire qu'on allait
l'utilisateur, le consommateur, à aller faire un paiement par mobile money. Donc, il faut lever toutes ces équivoques judiciaires aujourd'hui. Mais, pour le rappeler, tous les pays font face à une contrebande, tous les pays font face à un système de non-paiement ou de contournement de la taxe douanière. Il faut donc trouver de manière ingénieuse au téléphone mobile aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a plus qui sont abonnés au téléphone mobile que ne reçoivent de l'eau potable chez eux, que un branchement d'électricité être humain. Alors, est-ce bien impératif et cette nécessité absolue du téléphone qui fait monter au créneau le chef de l'État à travers le secrétaire général, le ministre d'État, Ferdinand Longo? Disons que Madame Simon a commencé par le dire, c'est une décision assez difficile à appliquer parce que la décision est contenue dans la loi article 7e. Je suis obligé d'apporter un peu plus de précision à ce que j'ai dit. C'est le 4e plateau sur lequel je passe concernant ce sujet-ci. Ce qui a causé le désordre, je mets ça entre guillemets, c'est l'article, cette marchandise a été fabriquée bien entendu, c'est-à-dire de l'étranger. Pour rentrer sur cet espace économique, pour franchir le corridor douanier, vous devez payer un impôt qui s'appelle droit de douane. C'était du commerce pour le cas du Cameroun. Donc, c'est l'importateur qui paye directement. Je ne suis pas en train de dire que le consommateur ne le fait pas, mais il le fait en bout de piste. Qu'est-ce qui s'est passé? L'article 7e de cette loi donne donc la possibilité à un produit, une marchandise qui ne bénéficie pas d'un régime douanier de faveur, comme l'entrepôt fictif par exemple, parce que là par exemple des compacteurs, des nivelleuses, des bulldozers ou des rétropelles, vous faites venir donc, comme ça coûte énormément cher, l'État estime que le seul appui qu'il peut apporter à cet opérateur économique, c'est de lui permettre de vendre avant de payer. L'État va chercher autour de 800 millions ou 1 milliard sur certaines cargaisons. L'État estime donc qu'on peut mettre donc, ces droits de douane en mémoire. Lorsque vous vendez maintenant, puisque l'argent est son courante, le téléphone, c'est une simple technologie ordinaire. Ce n'est pas un bien technologique ultra sophistiqué dont le coût est tellement élevé. Le coût unitaire de cette marchandise est très élevé. Un bulldozer, par exemple, va coûter 350 millions. Un rétropelle va coûter 95 millions. Donc, en 6% de droit de douane dessus, ça vous fait plus de 100 millions qui vous auraient permis d'acheter déjà un autre engin. Bon, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est donc passé avec l'article 7e? L'article 7e, ce n'est pas la contrebande. Même moi, au début, j'ai failli croire que c'est ça. L'article 7e a donné la possibilité à tout importateur de téléphone, quitte à ce que plus tard maintenant, on se retrouve avec une double éventualité. Soit vous-même vous payez les droits de douane sur ce téléphone qui est rentré dans vos magasins sans que vous les payiez, soit alors l'État va s'arranger sur la base de l'identifiant unique de ce téléphone. Et Abel a commencé à la scie. Vous pouvez avoir votre voiture ici à Douala, la plaque d'immatriculation c'est LT. La même voiture va à Yaoundé, la plaque passe à CE, ça va au nord, la place passe pas. Puisque vous n'avez pas payé les droits de douane dessus, j'attends donc l'utilisateur qui devra le payer. Or, il se passe quand même qu'à ce niveau, pour ne parler que du cas des droits de pénalité, et puis troisièmement, ce qu'on peut appeler des intérêts moratoires. Donc, à ce niveau, il y a, et le chef de l'État n'a pas mal fait de renvoyer pour qu'on puisse refaire la copie, parce qu'en fait, au pif, dans son libellé, prend à défaut certaines dispositions du code communautaire CIMAC, parce que notre code douanier qu'on applique ici, c'est un code communautaire 6 pays, donc ce n'est pas simplement un code camerounais. On va arriver à ces modalités de collecte, mais avant d'avancer, Georges Abessolo voulait certainement ajouter quelque chose, mais en étant l'un des éléments majeurs qui a conduit à la mise en route de cet article 7 et puis ces dispositions qui ont été contenues dans les lois des finances du Cameroun. Oui, et je voudrais ajouter à la taxe de 33% et dire que c'est au prix d'usine, alors que 90% des téléphones vendus au Cameroun sont des téléphones de seconde main. Donc, un téléphone de 2017 avec une imposition de taxe de 33%, ça ne tient pas compte de la dépréciation même du téléphone en lui-même. Donc, vous vous retrouvez à payer pratiquement à 200 000 francs. Normalement, c'est au prix d'achat que vous devez être taxé. Donc, ça crée une inflation, ça crée... et on n'est pas sûr que l'importateur ou le vendeur va respecter justement, viendra... l'État obtiendra 33%. Donc, en réalité, le consommateur camerounais que nous sommes
risque de payer ce téléphone-là à 66%, puisque l'importateur ne va pas, comme l'a dit M. Elimbi tout à l'heure, l'importateur ne... Alors, est-ce qu'on est véritablement dans une espèce d'imbroglio où à la fois et le gouvernement et les importateurs et les consommateurs sont chacun dans une perspective où... En tant qu'acteur politique de l'opposition, mon premier souci n'est plus tellement de critique. Puisque l'État n'a pas en train de se plaindre, puisque d'abord la mesure n'était pas appliquée, on ne se plaignait pas. L'occasion c'est hier, c'est 3 jours. 4 jours après, le chef d'État rapporte le texte. Vous avez très bien vu asphyxier les populations. Vous avez très bien vu que l'occasion n'a prélevé à personne. Pourtant, les téléphones étaient vendus et qu'on avait prélevé. Parce qu'on n'a pas dit que tu achètes le téléphone. On attend dans 2 semaines avant que tu reçoives le message qu'il faut que tu payes ta dette. Bon, forcément. Vous voyez que quand vous écoutez les professionnels, c'est pour ça que je dis souvent aux partis politiques de l'opposition, laissons souvent parler sur cette affaire. Les gens qui en parlaient, personne. Surtout. Même le BIC que nous achetons en 100 francs, nous payons les taxes sur tout. Maintenant, le problème, c'est que nous n'avons pas une facture avec une certaine traçabilité permettant de dire, bon, sur les 100 francs, il y a 25 francs vont revenir à, 50 francs vont revenir à, 10 francs vont revenir à. Mais je vous rassure, nous payons la taxe sur tout. Pour l'application de cette loi maintenant, elle a été discutée en 2018, elle est dans la loi de finances 2018, 2019, on est resté bien là-dessus. Il y a la politique qui s'est j'ai dit, il y a le contexte qui n'était pas approprié. Le contexte n'était pas bon. D'abord, un climat déjà social défavorisé, ça il faut le dire, fragilisé. Et maintenant, même sur le plan sanitaire, ça ne va pas. Et les conditions socio-économiques qui vont avec, le climat n'était pas bon. Il y a beaucoup d'éléments qui fragilisent le contexte social camerounais actuel. Alors il ne faudrait pas rajouter ce genre d'éléments, même si, à la longue, ça sera bénéfique pour les caisses camerounaises. On devrait trouver d'autres moyens. C'est de ça qu'il est question. Fallait-il mettre en application cette mesure maintenant? Mais au-delà de cela, pourquoi directement on fait comprendre au consommateur que c'est lui qui doit payer de manière aussi ostentatoire le droit de douane? Oui, M. Moutomé, pour moi, c'est un secteur complexe. Malheureusement, nous n'avons pas encore, nos pays, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, n'ont pas encore une force de pouvoir imposer, comme le fait l'OCDE, les États-Unis et la Chine, à tous les fabricants de téléphones de déclarer le nombre de téléphones qu'ils mettent sur le marché avec l'IME et le dédouane ainsi et reporte indirectement la taxe douanière sur le prix du téléphone et donc aux consommateurs. Ici, ça passe par des schémas et des circuits commerciaux, individuels ou autres. Bon, il y a des cas où j'ai pu l'expérimenter également. J'arrive aux États-Unis avec un téléphone que j'ai acheté hors des États-Unis, je mets une puce américaine en mode prépayé, je ne reçois pas un message de dédouaner le téléphone. Parce que là-bas, ils ont déjà un système direct avec les fabricants. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez qu'une mesure... D'ailleurs, rien au Cameroun, on achète tout. Oui, une mesure de 2019 a pris plus d'un an à être mise en œuvre parce que, reconnaissons-le, on peut amener 10-15 téléphones dans des valises et les faire passer soit par voie aérienne, beaucoup plus difficile par fret, beaucoup plus facile par voie maritime. Donc c'est difficile et pourtant c'est un secteur qui est en pleine expansion aujourd'hui. Simplement, une des recommandations pour l'État, ce serait de légiférer des lois qui donneraient un statut spécial. D'ailleurs, que les opérateurs de téléphonie mobile le demandent depuis 2 ans auprès de l'ABF parce qu'elles ne sont plus en vérité, en réalité, des compagnies de téléphone. Elles ne vendent plus le téléphone aujourd'hui. 90% des téléphones sont vendus hors de la compagnie de téléphone. Elles nous vendent plutôt un service. Et elles ont déjà
elles sont devenues, avec le mobile money, des sociétés de paiement de services, de recouvrement que même l'État utilise. Je peux vous dire que la taxe foncière que je paye, c'est au travers de la facture Eneo, et je la paye dans la facture Eneo qui reverse cela à l'État du Cameroun. C'est pareil également pour d'autres immatriculations aujourd'hui où l'État passe. Un exemple de cette dématérialisation que le téléphone permet ou que l'économie numérique permet, c'est les assurances automobiles ou la vignette. Avant, on payait la vignette directement auprès du receveur municipal. Depuis que ça a été transféré à l'assureur de collecter la vignette, très peu de receveurs municipaux vont en prison aujourd'hui parce que plus personne ne garde l'argent fiduciaire dans leur poche. Et il y a un gain. L'État prélevait 5 milliards, mais depuis que ça s'est dématérialisé auprès des compagnies d'assurance, l'État a doublé ce gain-là. C'est passé aujourd'hui à 9-10 milliards de francs CFA. Donc, c'est dans cette logique d'élargissement de l'assiette fiscale, qui est même une condition aujourd'hui des ajustements temporaires que nous signons avec le FMI et autres, et le secteur de la téléphonie mobile. Mais c'est complexe. Il faut le reconnaître, c'est une complexité. Avant de venir ici, j'ai cherché sur Internet les pays qui l'ont fait. Très peu de pays parviennent à le faire aujourd'hui. Donc l'État pourrait plutôt prendre 100 francs sur chaque transfert de mobile money qui le ferait, mais n'oublions pas, l'agence de régulation des télécommunications au Cameroun n'a que 3% des revenus des opérateurs de téléphonie mobile. C'est une taxe directe qui fait vivre une grande agence aujourd'hui publique. Donc il y a d'autres moyens en attendant qu'on trouve la bonne solution pour appliquer la dématérialisation à la douane. Alors il faut dématérialiser à la douane, mais comment on arrive à tout cet imbroglio, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, Dr Biada? Disons que l'État, par rapport à cette mesure, je vais l'appeler une réforme. L'État aurait dû créer à peu près un comité de travail. Et à cela, maintenant, on prend des données qui pourraient servir peut-être de données pilotes et on simule pour voir à peu près comment on peut prélever ces droits de douane-là. Pourquoi est-ce que l'État en arrive là? Parce qu'entre 2000 et 2010, on a entre 500 000, 600 000, 1 million de téléphones qui rentrent au Cameroun et les droits de douane sur le téléphone varient de 500 millions à 2 milliards chaque mois. Mais, constat paradoxal, entre 2010 et 2015, on a entre 3 millions, 5, 4 millions de téléphones qui rentrent chaque année et les droits de douane prélevés sur ces téléphones portables et autres terminaux qui rentrent au Cameroun suivent le cheminement inverse, passant parfois de 1 milliard jusqu'à 100 millions par mois. Donc l'État est parti de ce constat-là pour se dire maintenant, désormais, je vais frapper sur le plus faible. En fait, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas que l'État n'a pas vu les choses venir. L'État a constaté que, tiens, les droits de douane que je prélève sur les téléphones importés qui rentrent ici chez moi au Cameroun sont passés de 2 milliards par mois à 100 millions par mois. Qu'est-ce que je fais? L'État a donc regardé les importateurs, ils sont un peu plus forts. L'État a regardé les opérateurs qui interviennent dans le secteur. À ses yeux, ils étaient un peu plus forts. L'État a donc dit, le maillon faible, c'est le consommateur. Et comme le consommateur final aura toujours tendance à mettre un peu plus de moyens pour avoir son crédit de téléphone qu'autre chose, plutôt que d'envoyer. Une femme, on a appelé un exemple, il n'y a pas longtemps, où on dit à une femme qui est venue se plaindre qu'elle veut de l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a besoin de 100 000 pour envoyer ses enfants à l'école. On lui a dit, voici 100 000, mais voici à côté également un téléphone de 700 000. Elle avait tendance à choisir le téléphone de 700 000 plutôt que de prendre 100 000 francs pour aller assurer la sécurité, la scolarité de ses enfants. C'était une façon de montrer notre état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui est téléphone, tout ce qui est terminaux téléphoniques. Donc nous sommes à la limite des accros. L'État aurait pu faire cet exercice que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour simuler et voir comment on peut collecter ces droits de douane sur les terminaux téléphoniques qui rentrent ici. Parce qu'en fait, la décision était d'application quand on a délibéré à l'Assemblée nationale et le chef de l'État a promulgué la loi. Elle est d'application immédiate.
Donc, le premier, quand on a promulgué la loi, le 11 décembre 2018, c'était d'application immédiate à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 janvier 2019. Vous voyez que pendant 12 mois, on n'a pas pu, et on ne s'est même pas intéressé à tenter d'expérimenter ça. Moi, personnellement, j'aurais pu dire, puisque généralement, ça part de la présidence des projets de loi, on aurait peut-être pu créer un comité, j'insiste là-dessus, ou un comité technique interministériel où les gens viendront du ministère de l'économie, d'autres viendront de la PME, d'autres viendront du télécom pour pouvoir simuler et voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les droits de douane collectés sur les téléphones importés qui rentrent au Cameroun ne suivent plus ce cheminement inverse, c'est-à-dire pendant que le nombre de téléphones entrant au Cameroun augmente, 20 millions. Inversement, les droits de douane collectés sur cette quantité qui augmente diminue plutôt. Donc on aurait pu faire d'abord ce travail parce que techniquement, simplement en décrétant une loi et... Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'on parte de chiffres aussi forts, 2 milliards de collecte mensuelle à 100 millions. À 100 millions de francs CFA. Très bien, je m'attendais à cette question. C'est là où il faut donc interroger l'intégrité de chacun des Camerounais. Parce qu'en fait, un téléphone portable, M. Moutomé, c'est entre 250 et 300 grammes. Ça veut dire quoi? Quand je viens avec 100 téléphones mis dans un sac, je suis autour de 25 kg. Monsieur Edimi Lobé qui a l'habitude de faire des voyages de VIP, chez eux c'est 42 kg de marchandises en franchise. Mais dans les autres compagnies ordinaires, là, c'est jusqu'à 30 kg de marchandises. Donc 25 kg de marchandises, elle peut rentrer en bordure, elle peut monter à bord de la voiture. Je prends le cas de l'hôtesse. L'hôtesse peut monter à bord de l'avion avec ses 25 kg. Quand elle arrive là-bas, vous lui donnez peut-être 500 000 francs. Mais elle a gagné 500 000. Dans le même temps, l'État est en train de perdre 1 million, 2 millions, 3 ou 5 millions sur ce téléphone. Le douanier qui est là-bas, au niveau de la frontière, je ne dis pas que c'est ce qu'il fait. Je peux également faire pareil, 2 sacs de 25 kg, je lui donne. Il va d'abord avec 25 kg, il traverse. 25 kg, il traverse également. Au niveau de la frontière, il y a beaucoup d'opérateurs, M. Moutomé. Est-ce que vous savez que le ministère de l'Ominedet, Environnement, protection de la nature et développement durable, vous le retrouvez à l'aéroport. Donc je peux passer même par lui pour traverser. Le ministère des Arts et de la Culture, vous savez qu'ils sont également à l'aéroport. Lorsque je vais avec des objets d'art, on doit inspecter à leur niveau. On peut passer également par eux pour entrer. Le ministère de la forêt et de la faune, ils sont très nombreux au niveau de la frontière. Donc peut-être que l'État, à un moment donné, pensait également à ça. Plus il y a les opérateurs à la frontière qui peuvent faire des navettes. La frontière, c'est quoi? L'aéroport, c'est une frontière. Le port, c'est une frontière. Donc s'il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'administrations, l'API, l'agence de promotion des investissements, eux également, ils sont là-bas. Donc plus vous ajoutez ces opérateurs-là, de mon point de vue, avec notre état d'esprit, c'est une façon de creuser beaucoup de trous à l'entrée, tel que si on a 40 opérateurs là-bas, chacun ne fait rentrer que 2 ou 3 téléphones chaque jour, on va se retrouver en fin d'année avec 4-5 millions de téléphones qui sont rentrés et par voie de conséquence, 0 francs aurait été payé pour les droits de douane. Alors la faute aux importateurs et aux administrations qui devraient assurer, permettez-moi, la sécurité de la collecte des droits de douane pour que finalement on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, Adèle. C'est un vieux problème. Tout le monde sait qu'il y a une corruption douanière, une corruption au niveau des frontières, et que l'État peine à juguler. Et dans de nombreux pays, on traite la question par la dématérialisation. C'est-à-dire qu'il faut réduire la présence de l'homme. Quand l'homme est trop présent dans des affaires où l'argent circule, il a tendance à voler une partie de cet argent. C'est humain. Il développe les zones d'incertitude. C'est humain. C'est humain. Et la modernité technologique, ce qui fait la différence des grands pays, c'est justement leur capacité à faire en sorte que l'homme ne devienne pas dangereux pour l'État. Quand vous allez par exemple dans les grands pays, vous voyez qu'il n'y a personne qui vous vend le ticket de péage. Vous arrivez, c'est une machine qui est là. Vous mettez, et cette machine est organisée de telle sorte que votre voiture passe, une autre voiture ne peut pas passer. Moi, quand je suis allé dernièrement en France, et l'ami qui me recevait, on arrive dans les gares pour entrer au métro. Il me dit, président, on va savoir, tu ne payes pas. Il me dit, papa, je ne sais pas comment il fait là, il se met, il me dit, passe.
Je lui dis comment on va faire. Moi, je suis un homme politique, je suis un malade ici. Il dit non, tu m'as dans le temps. Vous voyez comment ça fonctionne? Bon, alors là, Finalement, vous n'avez pas payé. non, je finis par lui donner de l'argent pour payer. Je ne voulais pas comparer quand même. Bon, c'est pour le facteur humain. Non. Dans ces pays-là, ils ont donc la science et la technique. Les ingénieurs peuvent donc trouver les moyens de contourner ce type de geste. Il suffit par exemple qu'il y ait une caméra, il suffit qu'il y ait un capteur qui montre qu'il a bloqué, l'appareil a été bloqué, et puis qu'il y ait de l'autre côté quelqu'un qui reçoit un signal pour corriger un peu tout ça, on vous arrête, des choses comme ça. Mais nous, on n'a donc pas la science, on n'a pas la technique. C'est pour ça que vous voyez que dans nos transactions, l'homme est encore très présent. Et comme l'homme est très présent, eh bien, la première victime, c'est l'État. C'est pour ça que vous voyez par exemple que c'est Akame Fumu, quand il était ministre des Finances, qui a commencé à avoir le souci de la dématérialisation. Avec, on a essayé des choses comme par exemple le paiement de la taxe foncière. Vous savez, la maison que vous voyez à Douala, là, à 90%, elle ne paye pas de taxe foncière. Elle ne paye pas. C'est d'ailleurs pourquoi nos collectivités territoriales sont pauvres. Mais si on trouve un moyen maintenant d'avoir un cadastre fiscal qui permet par exemple de connaître toutes les maisons qui se trouvent sur Le territoire l'espace de la commune. ville de Douala, par un moyen, supposons satellitaire, on compte. On n'a plus besoin d'envoyer les gens sur le terrain. Mais vous voyez que ce que le docteur dit, c'est-à-dire qu'il veut dire, et je suis d'accord avec lui, qu'avant de lancer la loi elle-même, on aurait dû techniquement être parvenu à la faisabilité. On n'est pas parvenu à la faisabilité. Je ne veux pas depuis parler de ça comme ça parce que tout ça, ça accable un peu le gouvernement. Je ne suis pas dans Ça accable quel point de vue? Oui, ça l'accable. On va dire, les professionnels de la péroraison creuse vont se saisir de ça. Vous venez surtout, oh, gouvernement, oh, vous voyez. Mais même si on leur donne ça, C'est une maintenant, ils évidence feront pour le pas- gouvernement, là. même si on leur donne ça, ils ne feront pas grand-chose. Parce que c'est un problème lié au niveau technologique du Tout à pays. fait, tout à Le fait. pays n'est pas technologiquement au point. Donc il y a certaines choses que, et c'est pour ça aussi que nous disons aux gens, n'ayez pas l'habitude, dès que vous voyez quelque chose à l'étranger, vous prenez ça, vous croyez que vous pouvez venir appliquer ça ici. Dès que vous voulez appliquer ça ici, vous vous rendez compte qu'il y a trop de précédents qui ne sont pas réglés. Vous comprenez? Par exemple ici, nous tous nous marchons avec l'argent sur nous du matin au soir. Les paiements, si je veux vous donner dans 250 000 francs ici maintenant, je ne m'embarrasse de rien. J'ouvre mon sac, je prends 250 000 francs, je vous donne. Vous ne l'avez pas donné. Hein. Oui, mais quand je vous donne deux, je vous donne. Bon, c'est pas à vous. Mais c'est dire que ce type de comportement, vous ne retrouvez pas ça dans les sociétés occidentales. Si quelqu'un veut vous donner 250 000 francs, il vous donne un chèque, il vous donne, même par téléphone aujourd'hui, on fait des virements, etc., etc. Des choses comme ça se font. Ça fait en sorte que les préalables pour mettre en route une réforme fiscale sont en place. Aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, le ministre des Finances, qui est un homme qui aime bien manipuler des choses un peu compliquées, il a fait de bons succès au niveau de la CNPS, tout le monde sait ça. Et c'est d'ailleurs, il faut le féliciter pour ça. Mais il doit prendre des précautions quand on veut aller plus loin, avec des choses qui regroupent plusieurs intervenants. Et parfois des intervenants qui ne sont pas des Camerounais et qui ne sont pas au Cameroun. C'est ça. Parce que quand moi on m'a présenté cette affaire, la question, je vous ai dit ici, c'était de savoir mais comment ça va se faire. Et vous avez vu très bien que oui, le Cameroun a les moyens techniques de savoir qu'un nouveau téléphone est entré sur son sol. Mais il n'a pas les moyens techniques de savoir qui l'a fait entrer. Tout à fait. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas les moyens techniques de savoir qui l'a fait entrer. Est-ce que vous êtes en train de dire là, il vient à la douane, il déclare sans téléphone. Là, on sait. Les autres sont passés par le tchoukou-tchoukou
Et puis, c'est le plus grand nombre qui passe par le tchoukou-tchoukou. Bon, alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est cette communication qui fait croire aux gens, et c'est ça qui rend les gens réactifs, cette communication qui fait croire aux gens que c'est pas eux qui payent la douane. Ils la payent. Il faut qu'on sache que l'importateur n'est qu'un intervenant intermédiaire. Tout à fait. Puisqu'il répercute ce qu'il a payé Sur le consommateur. sur le prix, et le consommateur paye toujours. Parce que si le consommateur, nous lui parlons de telle sorte qu'il sache que de toutes les manières et en tout temps, c'est toujours lui qui a payé, il va comprendre l'intérêt de la réforme. Mais les gens lui parlent aujourd'hui comme si cette réforme va lui faire payer quelque chose de supplémentaire. Or, quand on analyse techniquement, et le professeur Alaka l'a fait dans un travail qu'il vient de publier d'ailleurs, et quand on analyse techniquement, cette réforme pouvait créer une baisse du coût. Ça c'est encore une autre problématique qui est soulevée. On aura certainement le temps d'en parler avec nos deux experts, mais est-ce qu'on doit pouvoir dire que l'importateur et les opérateurs sont saufs dans cette opération? Puisque le docteur Biala a relevé tout à l'heure que, et Abel l'a confirmé, il y a pas mal de téléphones qui rentrent en souterrain, et du coup c'est de la responsabilité soit des opérateurs, soit des importateurs qui ne jouent pas franc jeu avec l'État. Au-delà, je crois qu'il l'a dit très clairement, hein, cette absence de moralité-là devrait avoir non seulement les importateurs, mais aussi tous les acteurs du système de la chaîne. Il y a cette absence de bonne moralité qui devrait être soulignée. Mais en plus de ça, il faudrait également démontrer la difficulté qu'on a eue avec cette loi, c'est qu'on n'a pas mis sur une table toutes les personnes intervenantes pour pouvoir comprendre avec exactitude comment est-ce que l'opérationnalisation de l'action devrait se mener. Le ministère des Finances a pris la décision, la résolution, parce que tout de suite, ce qui l'intéressait, c'était le partenaire qui devrait avoir, d'ailleurs vous l'aviez dit, qu'en un mois, X devrait déjà, se sentait déjà en train de voir tel nombre de milliards se barrer dans ses poches, ou alors le ministère, le ministre de la Télécommunication, tel montant dans les poches. Mais malheureusement, tous les acteurs qui devraient intervenir dans l'application, dans la faisabilité d'une telle loi ne sont pas mis sur une table, n'ont pas échangé, n'ont pas discuté pour essayer de voir la faisabilité. Parce qu'au finish, comme l'a dit le consultant, en réalité cette loi devrait apporter beaucoup au gouvernement camerounais. Mais c'est malheureusement les méthodes, c'est-à-dire pour que l'action se mène avec objectivité, voilà, pour que l'action se mène avec beaucoup plus de sérieux et de rigueur, qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, construire quelque chose de très bon, et d'où le chef de l'État qui appelle, n'est-ce pas, à la maturité, à la revision, n'est-ce pas, de nouvelles stratégies pour pouvoir revenir sur ces fonds. Mais la loi en elle-même, elle a du sens, elle a de la place, mais simplement la méthode qu'on utilise pour pouvoir arriver à cette finalité qui n'est pas bonne. Une seconde, avec Pour dire que le docteur a dit quelque chose que les gens doivent aussi intégrer. Le système douanier ne nous appartient pas. C'est un système sous-régional. Alors, si vous faites une opération comme celle-ci au Cameroun, alors que le Tchad n'a pas cette opération, la Centrafrique, le Gabon, etc., d'où la complexité. Et évidemment, on a le sentiment ici que, bon, les gens qui gèrent le système douanier sous-régional, c'est-à-dire le code douanier, CIMAC, etc., tout ce monde-là, apparemment, le ministère des Finances ne les a pas complètement associés. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Bon, mais je crains que les gens essaient de récupérer ça pour mettre ça sous le code de la mauvaise gouvernance, parce que dès qu'une allumette craque, on dit mauvaise gouvernance partout. Non, moi, je ne parle pas de la mauvaise gouvernance, on est dans une précipitation. Non, je voudrais qu'on dise que c'est des opérations complexes. C'est pour ça que, par exemple, au Grand Dialogue, j'ai évoqué la nécessité d'intégrer dans le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées des gens éminemment qualifiés, parce que le fonctionnement du monde n'arrête pas d'être complexe. Donc même l'informatisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on a cru,
ça facilite la vie, mais derrière ces facilités-là, il y a une complexité. Merci beaucoup. énorme. Alors, on parlait de cette réforme fiscale, 33%, 30%, on n'était pas assez fixe sur le taux applicable au 15 octobre 2019, le taux qui avait été fixé depuis la loi des finances de 2018. Concrètement, de quoi il en retourne? Oui, c'est même encore plus complexe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fixer le montant de 33% à collecter au prix d'usine, alors que la plupart des téléphones achetés au Cameroun sont des téléphones de seconde main, donc moins chers, a priori au prix d'usine, peut-être avec le transfert, mais en général, ils sont moins chers. On risque ici de se retrouver à payer le prix d'usine sur un téléphone de seconde main, en l'absence d'une mercuriale spécifique justement, qui ne tient pas compte de la dépréciation même du téléphone, de son utilisation, du nombre d'années qu'il est déjà sur le marché. Donc il y a cette problématique-là. Et même le montant de 33% sur un coût moyen de 70 000 francs au Cameroun pour un bon téléphone est quand même encore excessif. Et technologiquement aussi, on peut virtualiser l'email. Donc, même ça va encourager justement une fraude technique derrière tout cela. Il faudrait peut-être revenir à un montant, ce que j'appellerais un montant d'adhésion, qui est acceptable et payable par tout le monde, et progressivement dans cette phase d'adhésion, qui serait une phase pilote, on pourrait progressivement justement arrimer avec le temps, les moyens qui seraient mis en place. Mais notre plus grosse difficulté, c'est qu'en étant un marché extrêmement bas et secondaire pour les fabricants de téléphonie mobile, qui, lorsqu'elles doivent faire entrer dans des pays comme les États-Unis ou ailleurs, elles doivent déclarer l'email du téléphone, les spécificités de chaque pays. Donc un téléphone, le même téléphone vendu au Japon a des spécificités à la réglementation japonaise et a aussi des spécificités par rapport à la réglementation aux États-Unis. Donc là-bas, le circuit des intervenants dans cette chaîne est beaucoup plus régulé en quelque sorte, qui ne permet pas à ce qu'un téléphone de seconde main soit vendu, parce que le fabricant est toujours le premier à l'avoir introduit et a déjà payé les droits de douane sur cela. Donc c'est notre difficulté. Maintenant, avec la zone économique libre qui est en train de naître en Afrique et au niveau de la CEMAC est même en retard sur plusieurs états de la réglementation sur les nouvelles technologies. Donc il est plus qu'urgent aujourd'hui d'innover et d'adapter. Je pense déjà aux sociétés de téléphonie mobile qui viennent d'obtenir depuis 2018, mais ont du mal à être agréées par la COBAC, à être des sociétés de paiement de services aujourd'hui financiers, où on peut étendre cela. Elles peuvent donner des crédits comme elles le font aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, sur des importations qui sont faites. Vous achetez à la douane, donc pour dématérialiser, il faut aussi des mesures incitatives. Si vous acceptez, on est clair, vous amenez un téléphone au niveau du Cameroun, si vous, l'importateur, vous ne l'avez pas déclaré sur un fichier comme le fait l'Éthiopie, le jour où vous activez votre carte SIM, le téléphone est bloqué. Donc, si l'État m'informe que M. Mokabe Solo-Georges, désormais, on va vous poser la question à la douane. Si vous avez amené un téléphone au Cameroun, et si à la douane, je déclare que je n'ai pas de téléphone dans mes valises, et puis tout à coup, soudain, je vais m'identifier avec une puce qui porte mon nom et un email qui n'est pas reconnu ou déclaré à l'aéroport, le téléphone ne passe pas. Je serai à ce moment dans l'obligation de le faire. Je pense qu'en amont et en aval, il y a des mesures progressives qui peuvent être prises et seront appliquées. Mais ici, on sait que la loi des finances de 2019 est passée
à la fin de l'exercice budgétaire de 2020 qui approche très rapidement, On veut faire du forcé. on vous propose subitement, on vous dit que le 15 octobre, il y a l'effectivité d'une mesure. Le consommateur ne perçoit pas ça et peut s'interroger. Le montant de 33% est globalement élevé. C'est sur un téléphone moyen de 70 000 francs, qui peut être un bon téléphone. On vous demande, après les rentrées scolaires, de payer 15 000 ou 16 000 francs. C'est un peu, ou 21 000 francs, c'est un peu difficile dans un premier temps. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Désormais, on devrait dire aux aéroports que toute personne, vous remplissez une fiche comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous entrez, on vous demande est-ce que vous avez amené de la viande crue, est-ce que vous avez amené des feuilles, vous déclarez. Mais si on fait vos valises, et c'est dedans la pénalité que vous allez payer, vous comprendrez qu'il était plus important de dire la vérité. Alors, le 33% est-il excessif et est-il valable sur tous les terminaux ou alors c'est crescendo, fonction du type de téléphone, de la marque du téléphone, parce qu'on nous a parlé du bas de gamme, du moyen gamme, du haut de gamme et du super gamme. Oui, à la douane c'est comme ça. Les taux de douane ne sont pas identiques. Je vous ai parlé de mes engins que je vendais. Quand on m'applique 56% là-dessus, quelqu'un qui va venir avec un engin de seconde main, on va lui appliquer 10%. En fait, ça va aller entre 5% et 30%. Il a tenté de vous le dire. Mais vous savez, sur tout ce qui est impôts, droits, taxes au Cameroun, il faut toujours penser à appliquer 10% de centimes additionnels communaux. Donc, c'est les 10% de ces 30% qui viennent donc en tant que centimes additionnels communaux. Et ça fait donc 33%. C'est le taux le plus élevé. Il y en a qui vont prendre moins. Il y a les 5%. Les médicaments, par exemple, on ne va pas appliquer 30% aux médicaments. C'est des produits de première nécessité. Donc les droits de douane sont faibles là-dessus. Mais lorsqu'on sera à l'évidence qu'on va vers des produits de luxe, par exemple, les droits de douane, parfois, c'est plein pot. Monsieur Moutomé aime bien le champagne, quand ça arrive ici, le Dom Pérignon ou le Vin Chandon. Alors vous voyez qu'à l'aéroport, à la douane, on ne va pas vous prendre 30% ou 33%, c'est 100%, parfois 150% même sur certains produits, à l'effet de dissuader ces consommateurs locaux d'exercer la pression sur notre compte de réserve extérieure pour acheter ces produits qu'on peut parfois fabriquer ici localement, ou alors acheter des produits même qui ne sont pas d'une nécessité extrême. Quelqu'un qui paye 200, 300, enfin, qui dépense 3, 4, 20, 30, 40, 50 millions à l'année pour boire du champagne, c'est pour soigner quelle maladie? Donc quand je viens... En effet, le bonhomme qui a son téléphone, qu'il a acheté à 30 000, disons-le comme ça, au marché Congo ou à Dubaï ou à l'avenue Kennedy, devrait y ajouter 33% dans la marge de manœuvre. Non, pas du tout. Que j'apporte dans cette précision. Merci beaucoup. Dans la pratique, ça se passe comment? Lorsque je veux procéder à une opération d'importation, moi je vais acheter ce téléphone-ci à Dubaï. Je l'ai vu, j'ai les références. Je fais une correspondance au fournisseur qui m'envoie donc la cotation. Avec cette cotation, je vais auprès de la SGS, Société Générale de Surveillance, je lève ce qu'on appelle la déclaration d'importation. Parce que si je ne lève pas la déclaration d'importation, l'article 409 du Code douanier, c'est mal dit que importation sans déclaration correspond à la contrebande. Pénalité, on saisit d'abord le corpus delictis, donc le corps du délit, on le saisit, et puis vous avez une amende de 300%. Donc il était en train d'évoquer le fait qu'il faut durcir les opérations de déclaration à telle enseigne que les gens ne soient pas fantaisistes lorsqu'il faut déclarer. Donc regardez de très près, quand ça part donc de là-bas, la structure du coup ça existe. Et là je réponds à Abel tout à l'heure qui m'a peut-être mal compris. Et comme je suis en vie, il n'est pas mon exécuteur testamentaire, j'apporte la précision à ce que j'ai dit. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est l'importateur qui paye directement, j'ai ajouté l'adverbe directement. L'importateur paye directement les droits de douane. Ça ne voulait pas dire que le consommateur ne le payait pas. J'ai insisté en disant que lui le paye maintenant, mais indirectement, en fin de piste. Parce qu'en fait, à la fin, je sors dans la structure du coût de mon produit. Puis usine, après, on peut transporter de l'usine, par exemple, pour le port. J'ajoute également ces frais-là. Je peux avoir utilisé peut-être un transitaire là-bas. J'ajoute également les frais. Quand il arrive maintenant, on va porter peut-être par bateau. Je vais payer le fret par bateau.
Mais la réforme qui est intervenue en 1998 au port de Douala ici donne la possibilité à un importateur, par exemple, de suivre l'évolution de sa cargaison. Je me rapproche auprès du Conseil national des chargeurs du Cameroun et je paye 10 000 francs, on me donne dans l'OBESC, bordereau électronique de suivi des cargaisons. Donc je suis ma cargaison qui est partie, par exemple, du Brésil, la cargaison de sucre, ça monte donc partout. Je suis ça jusqu'au port de Douala ou au port de Kribi ou plus tard au port de Limbe, quand ça arrivera plus tard. Donc, tout cela, ça a coûté de l'argent. Et quand ça arrive ici, peut-être que pour rentrer dans les eaux, ça a pris du temps. Il y a les surestaristes. Moi, je note, ce n'est pas un problème. La CONI intervient. Je note, le port aussi intervient à travers les fleurs portuaires. Je note l'enlèvement, la manipulation, tout ce que vous voulez. Et il faut enlever ça du port maintenant jusque dans mes magasins. Donc, j'ai suivi tous ces coûts-là. Donc, quand je dis à la fin que mon téléphone coûte 70 000 francs, en fait, il y a déjà les droits il y a le prix usine qui n'est pas 70 000 francs. Il y a les droits de douane qui sont là-dedans, il y a le transport portuaire, il y a l'accolage, la manutention, l'enlèvement. Il y a, si j'ai pris un crédit, par exemple, M. Montome, pour faire mon opération d'importation, j'ai intégré le coût du crédit sur ce téléphone-là. Et si je vis, j'ai un magasin, par exemple, qui ne m'appartient pas, je paye les loyers là-dessus, je prends le coût du loyer que j'intègre également là-dessus. Peut-être que je ne travaille pas seulement dans mon magasin, j'ai des salariés, je prends également leur salaire que je mets dessus. Il y a des impôts que je paye, des charges que je paye à l'année, j'intègre là-dessus. Je suis un opérateur économique citoyen. Donc, tous les gens qui travaillent avec moi sont inscrits à la CNPS et je paye les charges sociales en termes d'accident de travail, allocation familiale, pension vieillesse. Je prends tout ça, j'intègre dans ce coup-ci. C'est donc à l'avantage le prix du téléphone. Tout à fait. Ce qui fait donc que quand l'État dit 33% du prix sorti usine, en fait, sur 70 000 par exemple, allez chercher autour de 30 000. Allez chercher autour de 30 000, 35 000, mettons 33 000, donc on fait un tiers. Donc ça va faire 11 000. Donc, ne gardez pas l'idée que vous débarquez quelque part, le téléphone Samsung il coûte 500 000, on dit bon vous allez payer 33%, c'est pas 33% de 500 000, le prix usine peut être de l'ordre de 100 000, de 99 000 par exemple, donc 33% ça sera un tiers, vous aurez donc à payer 33 000 par rapport à ce téléphone de 500 000 ou de 600 000, donc ça va plutôt dans ce sens. En fait c'est ce que nous avons simulé avant, et jusqu'ici ça n'a pas encore été simulé, et puis Abel m'a bien compris tout à l'heure, c'est une parenthèse. Hein. Au début de ma carrière, on a travaillé pour le compte d'une entreprise, je prends le cas de la Sonara, où il fallait changer leur système d'information. Mais vous changez un système d'information qui tourne depuis 25 ans, vous venez, vous dites aux gens, mettez-vous de côté, on va le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Lorsque nous avons monté le nouveau système, on a pris certaines données et on est resté à côté pendant 6 mois à faire des simulations. Eux, ils ont l'habitude de sortir leurs états de synthèse en termes de bilan, compte de résultats, tableau financier de ressources emploi. Et vous venez tout d'un coup comme ça, vous dites, bon, voici le nouveau mode opératoire, tout ce que vous faisiez depuis 25 ans, mettez de côté, et puis tout le monde venait travailler sur le nouveau système, c'est très dangereux. Donc, il fallait faire une simulation, on a pris les données, on est resté à côté. Tout le monde qui était à la direction financière est passé se former à l'utilisation du nouveau système. Au point que lorsqu'on a annoncé officiellement l'entrée en vigueur d'un nouveau mode opératoire, ce n'était plus nouveau pour ceux qui étaient sur le terrain, parce qu'en fait 6 mois plus tôt, ils étaient déjà inhibés, ils étaient déjà rodés à l'utilisation de ce nouveau système. Donc pour le cas des téléphones, je crois qu'il y a un travail à faire, que l'État prenne pour les 3 mois qui restent pour faire pour communiquer, mais en même temps, un comité technique d'experts travaille en sous-main. Afin que si plus tard, en janvier, on se décide par exemple à lancer ça en janvier, peut-être même pas en janvier, on donne encore 6 mois, le temps d'expérimenter tout cela, tout le monde aura déjà été sensibilisé que désormais, soit l'importateur paye les droits de douane, soit vous également, en tant que client final, vous aurez à payer ces droits de douane. Ah ben, est-ce qu'on allait un peu trop vite en besoin? La situation et le regard critique des techniciens montre que malheureusement, la réforme n'était pas applicable. Elle ne l'est pas encore. Et le sursis à exécution que le chef d'État a prononcé, c'est précisément pour traiter tout ça. Ça va de soi. C'est pour ça d'ailleurs que je vous félicite d'avoir fait une émission. Vous avez d'abord mis les partis politiques de côté. Parce qu'ils seraient venus ici bavarder. Chacun parle de tout. Parce qu'on a ce défaut maintenant dans les partis politiques. Et je l'ai toujours dit, les gens ne veulent pas comprendre. Les partis politiques ont beaucoup de carences. Il manque la ressource humaine. Vous voyez des techniciens comme ça, ils ne sont pas dans les partis. Ils refusent d'être dans les partis.
Et finalement, ceux qui restent dans les partis, c'est des gens qui ont seulement le mérite de bavarder. Ils parlent de tout. Alors, comme ils parlent de tout comme ça, sans avoir le doigté du technicien, la communication est faussée. Et ça crée dans l'opinion des effets inverses. Vous voyez très bien que si c'est des techniciens qui avaient pris cette affaire dès le début, pour expliquer, les gens allaient s'attendre à quelque chose qui ne va pas les tuer. Oui, tout le monde dit 33%, 33%, 33%. Mais 33% de quoi? Tous ceux qui parlent là ne savent pas comment on fait pour avoir le coût usé. Parce que je ne sais pas s'il existe un document à peu près comme l'Argus, pour les voitures, pour les téléphones aussi, je ne sais pas si quelque chose comme ça existe. Parce que pour les voitures, une voiture sort aujourd'hui, mais même si toi, tu l'achètes 40 ans plus tard, la douane a les moyens, premièrement, de savoir combien, au moment où on l'a fabriqué, elle a coûté. La dépréciation, il y a des coefficients pour ça. Tout à fait. Et puis ensuite, on va te faire payer quelque chose. On va dire 33%, mais ça ne sera pas 33% de ce que ça coûtait en 1930. Comprenez? Donc, quand on communique brutalement, on dit simplement aux gens que vous allez dorénavant payer 33%. Voilà. Donc, je pense que le problème est que on était dans un domaine où on devrait laisser des communicateurs techniques, pas politiques. On a vu la difficulté du patron ou alors du gestionnaire de cette plateforme face justement aux camarades à expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Oui, c'est ça le problème avec le Cameroun. Au Cameroun, tout le monde sait tout. Vous êtes, ce n'est pas parce que vous êtes le concepteur de la plateforme ou bien celui qui va percevoir que vous savez communiquer. Il y a des professionnels de la communication. On ne fait pas appel à eux. C'est ça le problème. Vous voyez sur vos plateaux ici que les gens qui viennent ici parlent de tout. Demain qui vous parlez de la santé, demain ils parlent du Covid, après demain ils parlent des virus, ils parlent de tout. Des médicaments. Et dans un environnement où les gens parlent de tout, c'est pour ça que la Bible vous dit ne vous battez pas. Ne parlez pas de tout. Amen. C'est pour ça que et c'est un défaut. C'est pour ça que à un moment donné, certains discours ne passent pas. On te voit. Tu viens parler économie. On parle agriculture, tu es dedans. On vient parler de sport, tu es dedans. Construction des enfants, tu es dedans. Tu es quel genre d'homme politique, tu parles de tout. Et ça gâte la perception réelle d'un message qui peut-être, si on l'avait donné, on l'avait dépolitisé, on l'avait donné à des acteurs professionnels, ils auraient fait part. Si on donnait la vente de la bière aux hommes politiques, aucun bien ne serait Merci beaucoup, Albert Milobert. Non, c'est vous qui allez prendre la parole. Juste une seconde pour ne pas oublier. Peut-être c'est amusant ce qu'il dit, mais le véritable problème, c'est qu'au-delà de la difficulté à mettre en pratique cette loi, il y a également que la communication n'a pas été très faite sur la question. Du coup, même le politicien qui parlait n'avait pas les éléments nécessaires pour justifier les 33% ou alors pour justifier la faisabilité des actions. Même le peuple qui s'offusquait, qui pleurait des différentes questions, ne se concentrait que sur le 33%, mais sans toutefois mesurer, n'est-ce pas, les méandres, les contours. Et donc, il n'y avait pas une communication. On a entendu d'ailleurs des Camerounais dire que, même des Bayam Selam, dire qu'ils vont me jeter le téléphone et la lettre de l'époque. Que d'ailleurs, même les 33%, ça leur concerne parce qu'elles vont revenir au poste, à la poste et tout. Donc, il n'y avait pas une communication concrète sur la question. Donc, du coup, on était vraiment en pleine spéculation. Ça, mais pour rester avec vous, docteur Marcel Simo, est-ce qu'on était avec cette impréparation, on était dans une espèce d'arnaque, permettez-moi d'utiliser cette expression, pour être très simple, pour être très bien compris. L'impréparation augure de ce que finalement, on a voulu flouer tout le monde et du coup, ça donne l'impression de ce qu'on était dans une pure arnaque qui, davantage, allait fragiliser encore les classes sociales au Cameroun. Non, Frédéric, permettez, l'arnaque traduit une intention malsaine. Non. Ah, mais la préparation, on peut aussi penser que c'est une espèce
de volonté malsaine de ne pas dire la vérité aux uns aux autres. Pas à envisager, encore moins à imaginer. Surtout que c'était une loi déjà en application. C'est-à-dire, elle a été adoptée. Beaucoup de députés ne connaissent même pas. Et même les membres du gouvernement. Là, maintenant, c'est un autre débat que vous soulignez. Comment est-ce qu'une loi est adoptée et vous me dites que les députés ne connaissent pas? Il y a problème. Il y a problème. Maintenant, il faudrait bien que nous soyons là-bas pour voir comment est-ce qu'ils adoptent des lois, si c'est par acclamation ou simplement pas. Là, il faudrait également voir. Donc, on ne peut pas parler d'un argument où c'est une loi qui a été adoptée. Moi, je dis, il est important qu'on insiste plutôt sur l'incapacité actuelle du Cameroun à mettre en application une telle loi. Surtout que toutes les actions qui vont faciliter, n'est-ce pas, l'application de la loi ne seraient que des actions numériques. Et vous conviendrez avec moi que le numérique n'est pas suffisamment... Le résultat du numérique au Cameroun, c'est la gouvernance tout le temps. C'est une vieille histoire. Elle est plus vieille que le monde au Cameroun. Non, on va pas dire la fracture numérique au Cameroun, elle est conséquente, elle est connue. Mais pourquoi vouloir aller dans ce secteur du numérique pour collecter de l'argent? La société est évolutive. Le monde est en perpétuelle évolution. Et ça, le consultant l'a dit. Et à un moment même, le numérique va constituer même notre existence à l'allure des choses. Maintenant, tout est sur des réseaux, tout. D'ailleurs, on dit généralement, nous sommes au XXIe siècle, au siècle de vitesse, au siècle de lumière. Et effectivement, parce que le numérique est en train progressivement de prendre le dessus. Maintenant, il faudrait simplement que tous les pays s'y mettent, s'y accrochent et mettent, n'est-ce pas, développent des moyens, des stratégies pour que l'action numérique ou alors toutes les actions qui se poseront sur le plan numérique trouveront des résultats satisfaisants. C'est de ça qu'il est question. Mais malheureusement, au Cameroun, ça, il faudrait le dire. On est en train de mettre des moyens en jeu, mais on a encore malheureusement des difficultés qui ne favorisent pas le développement d'une telle activité. On est dans un, vous permettez l'expression, on est dans l'archaïsme encore au Cameroun, on est encore très loin. Pas encore, je suis désolé. Non, je ne pense pas. Je vais évoquer la question des niches, et vous l'avez dit en face tout à l'heure. Les niches de recettes sur le niveau du numérique sont importantes. Pourtant, aujourd'hui, le Cameroun a cette fracture numérique qui ne lui permet pas de se verser dans cette perspective-là. Non, c'est une opportunité, c'est même un accélérateur de croissance. C'est le secteur qui a eu la plus grande croissance ces dernières 10 années. Il constitue aujourd'hui 10% du PIB, plus de 8 000 emplois directs, 50 000 emplois indirects, un chiffre d'affaires ou des revenus de plus de 700 milliards de francs CFA chaque jour. On voit une compétition indéniable entre les secteurs, dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances. Et le Covid a permis pour la première fois de tenir des conseils de ministres en vidéoconférence. On interdisait à nos enfants d'amener les téléphones à l'école. Aujourd'hui, le téléphone est pratiquement obligatoire parce que l'éducation en ligne doit se faire. Donc, il y a des bons en avant qui sont en train d'être faits. C'est pourquoi il faut réduire au minimal l'imposition sur l'accès au numérique, qui est aujourd'hui un droit de l'homme commun, comme l'eau, l'électricité, le droit à la santé, parce qu'il permet d'avoir des informations à une vitesse où il fallait aller à l'époque dans une bibliothèque, acheter un livre. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'acheter des livres. Nous avons des élèves qui obtiennent des licences professionnelles des grandes universités en France, tout en étant basés au Cameroun. Donc, c'est un secteur porteur. Donc, il faut que l'État continue de l'étendre. Et pour moi, il faut imposer le numérique dans tous les secteurs de l'activité. Si même l'État doit se numériser, on n'est pas, une fois qu'on a donné ses empreintes digitales, une fois que l'État a une copie d'acte de naissance, et je crois que ça va dans ce sens-là, on n'est pas obligé de repartir chaque année, aller obtenir un timbre dans une mairie. C'est vrai qu'il faudra payer toujours le timbre de 1000 francs, qui serait, si on ne le fait pas, un manque à gagner à l'État. Mais en termes d'accélération, en termes de productivité, on devrait davantage renforcer l'implantation du numérique. Et la douane l'a fait déjà avec le système Sidonia, le système CAMSIS qui se met en place. On contribue à des gains de recettes, la numérisation d'un pan
de la fiscalité aujourd'hui, la déclaration des impôts qui se fait en ligne aujourd'hui a permis à l'État d'avoir un gain de recettes et se subvenir aux besoins de leur population. Donc aujourd'hui, nous devons trouver les meilleurs moyens à la fois d'introduire le numérique, de permettre à ce que véritablement il dégage des bénéfices non simplement pour le consommateur, mais aussi pour l'État. Alors dans cette perspective, dans cette logique de renforcer l'imposition dans le numérique, on vise à se faire beaucoup plus d'argent. Mais est-ce qu'on est sûr de se faire beaucoup d'argent à travers le numérique? Non, le numérique, c'est à ce niveau-là qu'on a ce qu'on appelle des services à haute valeur ajoutée. Ne nous voilons pas les yeux. Monsieur Montomé, lorsque vous entendez parler de l'acronyme GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, vous êtes en plein dans le numérique. Et c'est des gens extrêmement fortunés. Retenez que nous avons combien 5 sens. Bon, ceux qui ont l'intuition très développée, on dit que c'est un 6e sens. Vous allez voir que tous les outils en rapport avec l'audio et le visuel sont très développés. Il y a des outils très développés en matière audio et en matière visuelle. Les autres sens n'ont pas des outils autant développés que ça. Alors, en l'espèce, la dématérialisation que nous avons commencé à évoquer, saisissons cette occasion pour tirer un coup de chapeau à la Direction Générale des Impôts, hein, parce que pour enregistrer par exemple un marché, c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, grâce à votre immatriculation, dont vos numéros carte de contribuable, si vous êtes personne physique, ça commence par P, personne morale, ça commence sur la plateforme. Si c'est un bon de commande que vous avez gagné, vous remplissez les références, ça vous sort l'avis d'imposition, vous allez à la banque, vous payez. Si vous voulez, vous demandez l'attestation de paiement des impôts faite par la banque et vous prenez ce document, vous allez à votre centre d'imposition de l'attachement, on établit rapidement la quittance et le bulletin d'émission. Donc en un laps de temps, en 3 jours, vous avez fait ce que vous ne faisiez pas à l'époque en l'espace de 10, 20, 30 jours. Donc de ce point de vue, il y a quelque chose qui est fait dans ce sens. Mais comme c'est une œuvre humaine, je vais saisir l'occasion de votre plateau pour interpeller le directeur général des impôts, de lancer également des séminaires de formation de leurs agents. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi j'ai réussi à le faire avec quelqu'un qui n'était pas de cette administration fiscale. En interne, on disait seulement va, il y a tout sur Internet, va, il y a tout au cyber, alors que c'est eux normalement qui devaient nous montrer comment ça se passe. Donc il faudrait que la Direction Générale des Impôts forme donc tout leur personnel à l'utilisation de la plateforme qu'ils ont mise en place pour assurer les déclarations. Donc, non, c'était un bon point pour eux, ce n'était pas un coup de gueule. Donc, j'étais en train d'apprécier que la dématérialisation nous permet de gagner en temps, ça permet également d'assurer la traçabilité. Dans cette dématérialisation qu'on nous impose, qu'on voudrait nous imposer aujourd'hui, même si elle a été suspendue, à travers les téléphones, donnerait de gagner en temps. Est-ce qu'on gagne en temps en utilisant son téléphone portable ou alors en allant payer directement sa taxe dans les services ou à travers son téléphone pour les services de la douane? Non, bon, disons également la vérité, nous sommes en train d'ergoter sur une affaire de 13-14 milliards depuis le début de cet après-midi, c'est-à-dire les montants corrélés là, c'est de l'ordre de, si ces droits de douane reviennent normalement, ça va faire du 10, 13, 14, 20 milliards par là. Donc ce n'est pas le montant le plus astronomique qui permettrait au Cameroun par exemple... ça permet au Cameroun de rattraper le gap qu'il y avait dans la circulation des téléphones à travers... Non, ça va permettre au Cameroun, et là nous ne l'avons pas dit, je mets l'emphase dessus, ça va permettre au Cameroun de réussir la négociation. Vous savez très bien que le Cameroun a négocié un programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin 2017. Alors, 666 millions de dollars, c'était pour 3 ans. Quand vous faites 2018, ça fait 1 an, 2019, 2020, ça fait 3 ans. Mais juin, c'est terminé. Or, quand vous êtes sous programme avec le Fonds monétaire international, généralement, on vous impose un certain nombre de réformes, au rang desquelles, donc, cette réforme-là, sans oublier le compte unique de trésor, élargissement de l'assiette fiscale, on fait même varier parfois les taux d'imposition, parce que vous connaissez très bien notre TVA qui est à 19,75 aujourd'hui, mais avant, ce n'était pas à ce taux-là. C'était bien plus bas que ça. Ce sont ces partenaires de développement qui ont imposé à ce que ça monte. Donc, de ce point de vue, si on réussit, donc, pour ce qui est de la collecte des droits de douane sur les terminaux téléphoniques qui rentrent ici en franchise de droits de douane, ça va faire un argument de plus pour pouvoir négocier un nouveau programme auprès de ces donneurs d'ordre-là. J'insiste dessus parce qu'en fait,
Je vous prends un exemple très simple. En 2010, le Cameroun réussit à lever 200 milliards. Bon, on a étalé ça sur 210 milliards au guichet de la Douala Stocks Exchange à un taux de 6,5%. Mais monsieur Motomo, on ne développe pas un pays avec un taux prohibitif comme celui-là. À l'inverse, maintenant, le Cameroun... Oui, le Cameroun, je ne parle même plus de ça. Le Cameroun a gagné, a obtenu en 2017, tel que je vous l'ai dit, 666 millions. On était à plus de 300 milliards. Vous saviez combien était le taux d'intérêt au guichet pour cette facilité élargie du crédit? En 2016, c'était à 0%. Donc, c'est les gens qui peuvent nous donner des financements adaptés pour le développement. Quand nous nous levons pour aller à la Douala Stocks Exchange, pour lever de l'argent là-bas à un taux d'intérêt de 5,5%, ce n'est pas pour le développement. Quand on se lève, on va maintenant sur le guichet du marché monétaire de la BEAC pour lever 134 milliards à un taux de 5,5% remboursable en 10 ans. Non, ce n'est pas indiqué pour le développement. L'argent indiqué pour le développement, c'est celui que la BAD va nous donner, c'est celui que l'agence multilatérale de garantie des investissements, une agence du groupe de la Banque mondiale va nous donner, c'est le crédit IDA, c'est le crédit DIRDT. Donc, c'est le taux bonifié, 0% à 0,75%, donc maxi 1%. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, M. Moutoumé, c'est-à-dire élargir l'assiette fiscale, montrer également notre aptitude à planifier que, bon, pour ce qui est des téléphones qui rentrent ici chez nous, sans avoir payé les droits de douane, le montant à prélever dessus est par exemple de 12 milliards, et on finit par prélever par exemple 10 milliards ou 12 milliards. C'est l'efficacité en matière de collecte, en matière de recouvrement de l'impôt. Ça va nous permettre de mieux discuter devant les donneurs d'ordre avec qui nous sommes en négociation, parce que nous devions encore négocier un deuxième programme en juin. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Le deuxième programme n'a toujours pas eu lieu. Et vous voyez donc que c'est dans notre intérêt de nous montrer assez sérieux en appliquant d'abord les lois. Vous savez très bien que les lois étant votées à l'Assemblée nationale, c'est de la souveraineté de l'État. Et ces gens vont nous demander comment vous-même vous votez une loi et vous êtes incapable de mettre en application la loi qui n'est même pas venue des Nations Unies, qui n'est pas venue du PNUD, qui n'est pas venue d'ailleurs de l'étranger. C'est vous-même qui avez monté un projet de loi. Vous avez donné au ministre délégué à la présidence chargée des relations avec le Parlement. Il a déposé devant le bureau de la Chambre. On a délibéré, on a adopté. Le chef de l'État a promulgué. Et 22 mois après, vous n'êtes pas capable d'appliquer les dispositions de l'article 7e notamment. Ces gens auront donc comme l'impression qu'ils ne sont pas devant des gens sérieux. Donc nous battons comme on est en train de le faire là pour appliquer cet article 7e là. Ça nous ouvre la voie à des perspectives de mobilisation des lignes de financement assez conséquentes pour notre développement. C'est le temps plus, et je conclue là-dessus, monsieur Moutoumé, depuis ces 2, 3, 4 dernières années, nous avons eu à faire beaucoup d'investissements improductifs. Le stade de Limbe dans lequel tu as mis 20, 30 milliards, ça t'a rapporté combien? Le stade de Yaoundé, qui a été construit à 2, 3 milliards et qui a été réhabilité 30, 40 ans plus tard, 38 milliards, ça t'a rapporté combien? Le stade de Bépanda ici, que tu as réhabilité à coût de milliards, ça te rapporte combien? Le stade de Mbapélepé ici, il y avait un stade déjà, on a pratiquement tout cassé, on l'a repris à coût de milliards, ça t'a rapporté combien? Donc le Cameroun a injecté plus de 2000 milliards dans des investissements improductifs. Ce qui fait que même son bas de laine où on cache parfois de l'argent, il n'y en a plus assez. Et quand on va même plus loin, on regarde ce qu'on appelle les SEN, soldes engagés non décaissés, on est autour de 900 milliards. C'est-à-dire l'argent que nous avons reçu à l'international, mais que nous ne parvenons pas à utiliser. Et on se retrouve un moment en train de rembourser en prenant le capital, alors qu'en fait, on devrait investir cet argent et prélever les rendements, les rentrées de cet argent pour pouvoir honorer le service de la dette. Merci beaucoup à vous, docteur Jean-Marie Biada. Je rappelle que vous êtes 4 sur ce plateau. Vous, le représentant du RDPC, notamment le docteur Marcel Simo, Georges Abosolo-Meka, qui est également économiste, c'est notre consultant Abel Elie-Bilobert. Un premier message, bonsoir à vous sur le plateau. Thématique très délicate, mais face à la frustration des populations qui est née, le chef d'État a bien fait de rappeler à l'ordre ces membres du gouvernement qui, eux, voient très souvent seulement de l'argent à se mettre soit dans les caisses de l'État, soit directement dans leur poche. Bravo, monsieur le président Paul Biya. Autre message, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis surpris
je suis surpris de voir des économistes qui sont en faveur du régime en place. Ce n'est pas normal du tout. C'est M. Désiré depuis quelqu'un, c'est son point de vue. Monsieur, s'il vous plaît, respectez son point de vue. Bonsoir à vous sur le plateau. Le MINFI et le MINPOSTEL ont raté, s'il vous plaît, je mets entre guillemets ce qu'il a appelé leur pas caché, c'est ce que nous disent ces téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau, à dire que cette affaire, il y a eu très peu d'importateurs. Allez voir au marché Congo, ils sont tous au régime de l'informel. Aucun importateur agréé ne doit être à ce régime. C'est Martin de Douala qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bon débat. LTN monte vraiment d'un cran depuis plusieurs mois déjà. Beaucoup de courage à vous. Merci à vous Thierry Souka qui nous envoie ce message de soutien. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, comment paye-t-on cette taxe à l'achat de son téléphone? Je pense que Dr Biada l'a expliqué. En très court mot, comment est-ce qu'on fait rapidement pour la payer? Pour que cette décision soit claire comme tous les autres. Disons, on a rapporté la décision. On allait dans le sens de dire que si le téléphone rentre ici et que l'importateur ne l'a pas dédouané, le jour où vous achetez maintenant une puce et ce téléphone, lorsque vous mettez la puce dans le téléphone, l'email va s'afficher, un message va se présenter à vous, vous donnant la possibilité soit de payer tout d'un coup les 33%. Si vous validez cette option, ça veut dire que vous devez donc payer. Vous pouvez également valider la deuxième option qui consistait à procéder à des paiements échelonnés. Si vous devez payer par exemple 11 000 tout d'un coup, vous avez les 11 000, vous les payez. Mais si c'est un paiement échelonné, ça veut dire que pour les 11 000, vous allez désormais payer 1 000 francs par mois jusqu'à épuisement du stock de 11 000 qui a été mis à votre charge. D'accord. Alors, un autre message qui nous a été envoyé. Bon, bravo M. Moutomé pour ce panel particulièrement technique ce soir. Vivement que LTN et les autres médias s'arriment à donner la parole pour éduquer les populations. Bonsoir au papa Abel Elinobé. C'est Christian Mwanjo qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis Eric au quartier PK8 à Douala. Est-ce que la douane ne voit pas tous les exportations et protège simplement certains exportateurs de cet axe-là? Bonsoir à vous, belle thématique s'il vous plaît. Alors, la rediffusion, vous pourrez la trouver sur notre page Facebook. L'émission se vit une fois en live sur la télévision du Monde. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour le choix de ce plateau de ce soir. L'explication passe comme l'eau de roche. Félicitations à la télévision du Monde. C'est Touré qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau de l'émission. Grand frère Abel est exceptionnel aujourd'hui. Merci simplement parce qu'en face de lui, il n'y a pas des politiciens. Le vrai rôle d'un consultant ce soir, mais grand frère, inutile de citer et d'accuser les autres dans ce débat particulièrement précis. C'est M. Théo de Yaoundé qui nous dit par ailleurs merci pour cette contribution ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Franchement, véritablement, c'est très édifiant le plateau de ce soir sur la télévision du Monde. Tous les panélistes m'ont fait du bien ce soir en regardant et en suivant attentivement votre programme. Chapeau à vous, LTM, la télévision du Monde. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce Camerounais Joseph nous écrit j'aimerais que M. Abel Imbouebe nous donne la garantie que les vendeurs déduiront des droits de douane sur les prix des téléphones achetés. Quelle est la mercuriale des différents téléphones qui empêcherait un vendeur à ne pas vendre ce téléphone un peu plus cher sur le marché? Joseph de Lobessou qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous, merci d'avoir invité le docteur Biada qui est particulièrement éloquent et maîtrise le sujet par tous ces balbutieurs qui ne trouvaient pas les arguments pour dire les choses aussi clairement. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous regarder et de nous accompagner à travers vos différentes réactions dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre réaction qui nous est parvenue dans le cadre de ce programme de ce soir. Bonsoir à vous.
Très belle émission, très belle thématique, des panélistes de choix. Nous sommes une fois de plus édifiés à travers le média LTM. C'est Luc depuis BP Cité à Douala qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Très belle cravate, merci à vous. Bonsoir particulier à M. Abel Limbilobet. Le thème est également bien choisi. Je voudrais simplement saluer l'intervention du chef de l'État camerounais d'avoir coupé l'herbe au pied de certains politiciens véreux, comme l'a souligné M. Abel Elimbilobé, car cette décision soulage l'ensemble des Camerounais. Et je voudrais également dire à M. Elimbilobé qu'il est un consultant moderne, car il fait un travail formidable sur le plateau de télévision qui est d'enseigner et d'éduquer les Camerounais ou les populations camerounaises sur le sujet d'actualité, le code électoral, la constitution, le code pénal. Je pense que c'est par cela que devraient commencer certains acteurs politiques éduquer leurs militants et qui passent leur temps à balancer des balivernes et des insultes sur les plateaux de télévision. C'est M. Amougou depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission, surtout la grande hauteur des panélistes et belle cohésion du sujet, mais surtout sans oublier mon idole, le sacré grand frère Abel Limbilobé, Jules Jean-E depuis Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun, qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très beau thème ce soir. Toutes les formalités administratives, la douane et autres ne facilitent vraiment pas la vie aux Camerounais lambda pour avoir fait plus de 7 ans dans le fret aérien à l'aéroport international de Douala. J'en sais quelque chose. Une fois de plus, le président de la République nous a démontré qu'il est un fin politicien. À mon avis, ce rétro-pédalage est bien orchestré, surtout en vue des élections qui sont en cours. Merci à tous les techniciens en la matière sur le plateau. Merci encore au grand frère Abel Elimbilobé, à Henri Ebele depuis Dibombari, qui nous envoie également son message. Bonsoir à vous sur le plateau. La question que je me pose pour la taxe de douane sur le téléphone, quel est l'objet ou l'objectif de cette taxe? Faire à ce que les Camerounais consomment camerounais, ou alors pourquoi l'État ne peut pas donner l'opportunité aux fabricants de téléphones, il en a cité plusieurs, à venir créer leur entreprise au Cameroun. Cela permettra de réduire le chômage, à l'État de percevoir les taxes de ces entreprises. C'est M. Pemi Anoubakar, qui est étudiant en 2e année à l'université de Bamenda, qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau de Tout au Clair. Vraiment, votre émission de ce soir est tellement agréable à suivre. Merci M. Moutoma de nous instruire en invitant ces illustres personnages à qui je dis merci également. Merci à Abel Elimbilobé. Notez-le, monsieur, l'histoire retiendra la pertinence de votre combat. Armel Emile Mbok depuis Ngaoundéré qui nous envoie également son message. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Pascal. Pourquoi faire payer cet argent aux consommateurs? On a rappelé sur le plateau que le consommateur, de toutes les façons, paye toujours de quelque manière que ce soit. Au lieu de faire payer cet argent aux vendeurs de téléphone, à vous de trouver des solutions au niveau des frontières. Bonsoir à vous sur le plateau, que les représentants du RDPC demandent à leurs camarades de restituer le 1% des 3 000 milliards qu'ils ont volés pour la CAN, ce qui n'a rien à voir avec la thématique. Ça comblera largement les 33% à verser pour les téléphones. C'est ce que nous dit M. Franck Tang depuis Tico, qui nous envoie également son message. N'appelez pas au numéro de téléphone. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai l'habitude d'apprécier les éclairages de notre consultant Abel Limbilobé, mais pour le moment, j'ai comme l'impression qu'il en fait un peu trop dans ses critiques envers ses camarades acteurs politiques. Nous pensons que les politiques ou les hommes politiques, surtout ceux de l'opposition, au-delà de leurs prérogatives, ont le devoir de se prononcer sur tous les sujets d'actualité pour le bien du peuple. Je pense que le sujet de ce jour porte sur le domaine économique avec un caractère politique, voire l'acte posé par le président de la République via son secrétaire général. D'ailleurs, vous avez une représentante du RDPC sur le plateau, Adolphe Darquois, qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir aux panélistes, M. Moutomé, merci pour la qualité du panel. S'il vous plaît, invité très souvent Monsieur Biada qui nous revient. Nous étions déjà
en manque de sa connaissance et de son savoir, mais nous ne voulons plus le militant de certains partis politiques. C'est Thomas Biboum qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous tous, très bon débat. Si la mesure est appliquée maintenant, en cas de contestation sur la valeur ou même la position tarifaire du téléphone, à qui devrait-on s'adresser ou à qui devrait s'adresser le citoyen lambda? C'est Brice Djoklako, déclarant en douane, qui pose cette question également. Et puis, on va finir avec cet autre message. Bonsoir à vous, félicitations, belle émission. Mais pourquoi avez-vous... alors, il faut préciser que nous avions deux acteurs politiques que nous avons conviés. L'un a désisté, raison pour laquelle nous n'avons que le représentant du RDPC dans le cadre de cette émission de ce soir sur la télévision du Monde. Alors, on est en train de sortir ce programme. Il nous reste à peu près 18 minutes chrono en main. Si la réalisation est en phase avec nous, il y a eu quelques questions qui ont été posées, puisqu'on allait dans la perspective de comprendre véritablement quels sont les mécanismes aujourd'hui à mettre en place pour donner plus de perspectives. D'ailleurs, une concertation a été annoncée au sommet entre le Minpostel, le Minfi et l'ART. En quoi va consister véritablement cette rencontre? En quelques mots, il sera nécessaire de prendre en compte les critiques, les préalables, et même les opérateurs ont émis des réserves quant à la disposition juridique qui ne leur permet pas de transformer le crédit téléphone en monnaie électronique. Donc tous ces éléments seront nécessairement sur la table pour évaluer la mise en œuvre de cette taxe nécessaire pour moi à l'économie camerounaise et aux recettes fiscales de l'État. Docteur Biada, est-ce qu'on a la logique de véritablement réformer où on peut se retrouver face à des blocus? On a reconnu que la facture numérique est énorme. Il peut avoir des difficultés réelles à mettre en œuvre cette décision-là. On va nécessairement avoir des difficultés réelles, sur d'autant plus que c'est technique à la base. Je prends le cas du secteur des télécoms. Retenez que on gagne énormément d'argent. Vous allez vous rendre... Et pour le cas du Cameroun, on est quand même déçu de constater, M. Motomé, notre opérateur historique du secteur s'appelle sans publicité Camtel. Camtel, donc, qui a l'État avec lui. Camtel qui a pratiquement tout le pays avec lui. Camtel se retrouve avec 300 000, 400 000, 500 000 abonnés. Des gens qui viennent d'ailleurs, en un laps de temps comme ça, ont 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés. Nous sommes en 2015. La concession qui a été accordée à Orange et à MTN est arrivée à expiration. Et dans la foulée, lorsqu'ils veulent qu'on renouvelle, non plus pour la 2G, mais plutôt la technologie 3G, Camtel rentre dans la danse. On donne donc la même licence à Camtel, à Orange, à MTN. Orange et MTN exploitent la 3G jusqu'à ce qu'à un moment, nous avons parlé qu'ils en étaient à la 4G, même si l'opérateur a démenti. Notre Camtel est toujours resté avec sa licence sans pouvoir rentrer en exploitation avec ses 600 000 abonnés. Donc l'État a besoin d'argent, on va trouver cet argent où? Orange, c'est France Télécom, M. Moutomé. Vietel qu'on avait ici, c'est Vietnam Télécom. Et Nextel, c'est son nom commercial. Donc c'est un secteur dans lequel il y a suffisamment de l'argent pour tout le monde. Donc le travail qui est en train d'être fait à Yaoundé, de mon point de vue, devrait aller dans le sens de dire on donne un statut particulier à Camtel, parce que quand je le dis aussi, il ne faut pas les accabler. Si Camtel continue à fonctionner comme une entreprise d'État, moi je suis à Nextel, j'ai besoin d'acheter des goulottes pour pouvoir sortir mes câbles et puis installer le téléphone partout. J'ai besoin de 600 000 goulottes. Nextel a ça au bout de 6 semaines. Si je suis à Camtel, on évalue le montant. Si ça dépasse 3, 4, 5 milliards, la commission interne de passation de marché ne le peut plus. Qu'est-ce que je fais? Je monte les dossiers de marché et je transmets ça à travers la CALA, aux cellules d'appui au lancement des appels d'offres, au ministère et au MINMAP. Là, j'étais au mois de janvier, j'ai transmis cette histoire au mois de juin, et puis le MINMAP, maintenant, à partir d'octobre, va peut-être réagir. Mais quand on parle d'octobre, on a rapidement vu la session parlementaire de septembre, de novembre qui arrive. Allez, on met tout en stand-by, on fonce à l'Assemblée maintenant pour aller défendre son budget. Mais entre-temps, le monsieur qui a géré normalement son entreprise, comme s'il était dans le secteur privé, a déjà reçu
la commande qu'il a passée, il a déjà attaqué les grandes entreprises qui avaient besoin de son service, mais vous, entre-temps, vous vous perdez encore dans les formalités. Est-ce que c'est normal que Camtel a de la peine à gagner de l'argent dans la connexion Internet, M. Moutoma, alors que c'est moi le dépositaire, c'est moi qui ai le point d'atterrissement. Les autres maintenant qui achètent, donc le grossiste c'est Camtel, les autres maintenant c'est les détaillants, et les détaillants gagnent ce fond du beurre que le grossiste. Cela n'a pas de sens. Donc de ce côté-là, il faut regarder le management et faire une bonne ingénierie juridique en changeant le statut actuel, parce que si on laisse que cette entreprise soit encore gelée, c'est vrai, là c'est le spécialiste des marchés publics qui va parler. Il y a une loi qui est sortie en 2018 fixant les règles communes aux entreprises du secteur public pour ce qui était des marchés publics, mais il y a encore des lourdeurs dans cette loi-là. Il faut rapidement aller très vite pour que Camtel puisse également exploiter sa licence. On est en train d'aller vers la 5G, M. Moutomé. Camtel, vous savez où Camtel est? J'ai vu cette technologie au Ghana, la CDMA, qui est totalement démodée. Le téléphone fixe avec des ailes, ça a encore quel sens aujourd'hui? Camtel est resté encore à ce niveau. Après le réseau téléphonique, communauté publique, Camtel est passé au CDMA. Or, on est au niveau de la GSM. C'est cette technologie-là qui a cours aujourd'hui. Il faut que Camtel monte pour que l'État puisse gagner aussi de l'argent, tout comme la France, à travers Orange, sa filiale Orange ici, gagne de l'argent, tout comme le Vietnam, à travers sa filiale Nestlé ici au Cameroun, gagne de l'argent, tout comme MTN. MTN, c'est les Sud-Africains. Ils sont en train de gagner de l'argent ici grâce à cette licence que Camtel a et qui, malheureusement, n'est toujours pas mise en exploitation. Qu'est-ce qu'on va véritablement reformer dans ce sursis à exécution qui a été mis en route par le chef d'État Paul Biya? Je crois que tout a été dit avec beaucoup d'exactitude et de clarté. Il faudrait qu'on examine la faisabilité des actions. Il faudrait qu'on remette en avant un certain nombre de paramètres pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter la faisabilité même de ces actions. Mais avant de continuer, quand même, il faudrait, je ne pourrais pas terminer cette émission, permettez-moi, Frédéric, sans remercier une fois de plus le chef de l'État parce qu'il a désamorcé, n'est-ce pas, une bombe qui devrait constituer, n'est-ce pas, élément qui devrait servir encore d'instrument de politisation. Vous savez comment sont les hommes politiques de nos jours. Je ne sais pas comment ils sont, c'est vous oui, savez. En ce moment, on a une variété d'hommes politiques qui aimeraient bien ce genre de situation pour en faire son cheval de bataille. Donc, vraiment, disons merci au chef de l'État qui rapidement a très vite compris que l'action ne pouvait pas être menée, que la loi ne pouvait pas être mise en application et qu'il était temps que les acteurs de l'action en question puissent se remettre sur une table et vérifier ou alors étudier, n'est-ce pas, un autre moyen de faisabilité qui sera non seulement bénéfice et aux populations et à l'État du Cameroun. Ah ben, si on vous met dans le comité technique qui devrait plancher sur ce succès à l'exécution voulu par le chef de l'État, qui veut voir plus clair dans l'opérationnalité de cette procédure-là, quelles pourraient être les pistes que vous leur donnerez, pistes qui davantage prendraient en compte les avis, les desiderata, à la fois de l'État, à la fois des importateurs, des vendeurs et puis à la fin du consommateur? Moi, techniquement, je suis de ceux qui pensent qu'on pouvait parfaitement dire à tout le monde, écoutez, importez les téléphones où vous voulez, et puis on organise le repérage de ces téléphones-là par le système de la puce qui lie donc la carte signalétique du téléphone. Point barre, c'est fini. Et les douaniers n'ont rien à faire là-dedans. C'est trop facile, dire comme ça, c'est trop facile. Mais les choses qui sont... Écoutez, c'est parce qu'on rêve de faire certaines choses qui deviennent possibles. Si on ne rêve jamais de faire... Et toute chaque fois qu'on a voulu rêver de voler en avion, les gens comme toi, on dit que ça ne peut jamais avoir lieu. Et puis après, on a quand même volé en avion. Voilà, mon ami, mon maître Galilée, quand il a dit que c'est la terre qui tourne, l'Église a dit jamais, 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 c'était l'Inquisition et tout. Et quand il s'asseyait, il dit pourtant, elle tourne. Bon, donc, c'est pour dire que les choses sont... Le problème que nous avons, c'est que nous avons formé des gens, on ne les a pas mis dans des situations où ils pouvaient exprimer leur génie technologique. Et la technique, c'est un peu comme l'art, la musique et tout. Si vous ne pratiquez pas, un bon ingénieur sorti d'école, 10 ans après, s'il reste faire l'administration, il ne pratique pas, il perd.
il cesse de maîtriser ses équations, etc. Bon, il n'est pas trop tard. Moi, je ne veux pas rentrer dans toutes ces considérations-là. Vous savez, quand j'étais étudiant, un de nos grands maîtres, il nous a trouvé, c'était comme ici, il nous a trouvé à la cour en train de discuter, on était révolutionnaires là. On va fabriquer les avions et tout et tout. Il nous a écouté, et puis il s'est approché de nous, il a dit, commencez d'abord par fabriquer l'aiguille, vous réussissez à percer le petit trou qu'il y a dans l'aiguille pour faire passer le feu. Quand vous allez faire ça, vous commencez. Donc, c'est pour dire que nous avons beaucoup perdu sur le plan technique en ne faisant pas confiance à nos ingénieurs, en ne les mettant pas en situation d'être responsables du destin. On a évité ça et tout et tout. Bon, c'est un grand débat politique révolutionnaire auquel je ne participe plus beaucoup. Mais pour dire que il y a quand même des choses qu'il faut, quel que soit le bord politique qu'on a, il faudra s'interpeller là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là où on ne tire jamais les leçons de ce que nous n'avons pas bien fait? À l'époque, pour avoir le téléphone filaire à la maison, il fallait attendre 2 ans. Vous faites un dossier, personne n'est pressé de donner le téléphone qui rapporte de l'argent à l'État. Finalement, on a eu le téléphone mobile. C'est toujours Captel qui avait ça, hein? Tout à fait. Avant de privatiser ça, Captel mobile. Mais pour avoir un téléphone, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment des gens qui étaient des techniciens, qui savent comment ça peut rapporter de l'argent à l'État, ont laissé la technique pour faire autre chose. Et ce qu'ils ont fait, c'est de ne pas démocratiser le téléphone. C'est Orange et MTN et Nestlé qui sont venus démocratiser. Tout le monde se rappelle à l'époque, pour avoir un téléphone, parce que tout le monde ne vendait pas, c'est les opérateurs qui vendaient. Les petits téléphones qui n'étaient même pas des Android comme ça à l'époque. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les Turo, comme ils coûtaient 400 000. Tout à fait. Pour la mentalité, il y a un problème de mentalité. À l'heure actuelle, la fibre optique, c'est bien Captel qui a la fibre optique, qui est censé mettre ça dans les maisons pour que les gens aient le Wi-Fi. Quand vous avez le Wi-Fi à la maison, tout le monde peut l'utiliser. Ça coûte à peu près 15 000 francs par mois. Tout le monde de la famille peut utiliser le Wi-Fi. Mais vous déposez une demande, vous payez de l'argent, 2 semaines n'ont pas fini, on n'est pas encore venu vous mettre le modèle. Donc on peut dire quoi? Il faut dire qu'il y a un problème de mentalité. Comment on va faire? Quel est le type de discours qu'il faut tenir aux gens? Qu'ils sachent que quand ils sont dans les services publics, ils peuvent rendre les services publics opérationnels, compétitifs. Ils peuvent le faire. Pourquoi vous êtes encore au stade où, dans les centres d'état civil, dans les communes, dans toutes les communes, vous trouvez encore des registres là? Pourquoi est-ce que l'état civil n'est pas dans un ordinateur de telle sorte que quand je veux le casier judiciaire, vous savez que quelqu'un qui est né, si je suis né à Garoua ou à Yagua, chaque fois que je veux le casier judiciaire, je dois aller là-bas. Alors pourquoi la carte nationale d'identité? Il faut que mon père, que j'aime bien, Ndangangere, soit le seul à signer ça dans tout le Cameroun. Il faut que ça parte des doigts là de Yokadouma pour qu'il signe. Pourquoi? La dématérialisation. Et tout n'est pas si compliqué que ça. Pour des choses comme par exemple la carte d'identité. Un seul serveur, mais tout le monde est connecté dedans. Et puis chacun peut savoir où tu es né à tout moment et on peut te délivrer le casier judiciaire sur place. Alors il faut qu'il y ait quand même la volonté des techniciens qui travaillent pour l'État de moderniser un certain nombre de il faut moderniser. Voilà, ça, il faut moderniser, il faut renforcer. Mais est-ce que cette réforme, après étude, après discussion, pourrait permettre également au Cameroun d'inviter les fabricants à venir s'implanter au Cameroun? Donc ça résoudrait aussi le problème du chômage. Oui, d'une certaine manière, je crois que le débat s'était déjà posé au moment de l'achat d'ordinateurs pour 75 milliards de francs CFA,
d'adapter cette technologie au niveau du Cameroun dans un assemblage de téléphones, d'ordinateurs aujourd'hui, qui est une technique de base. Il suffit de sélectionner des composants, de les assembler au Cameroun, et nous pouvons monter nos propres ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. Beaucoup de pays sont en train de demander cela et l'ont réussi. Le Rwanda le fait, l'Éthiopie le fait. Lorsque des compagnies comme Techno, sans publicité, ou Itel entrent au Cameroun, nous devons leur imposer, comme l'a fait la Chine, de monter des chaînes de téléphones ou de tablettes ici localement. L'Afrique est le marché qu'ils ne peuvent pas se passer et nous avons conscience de cela, mais malheureusement nos politiques n'imposent pas à ces entreprises-là de prendre de détenir le capital, qu'un capital camerounais soit détenu dans ces entreprises-là, comme le font beaucoup d'autres pays, ou à ces pays-là qui importent la technologie au lieu de l'importer, de l'assembler ici au Cameroun. Ça va créer des emplois, ça va servir au transfert de technologie et à développer nos propres compétences. Il faut développer nos propres compétences, c'est également une perspective. Quelles sont les pistes en tant qu'économiste que vous pouvez donner à ce probable, je dis encore probable parce qu'il n'a pas encore été constitué, un comité qui travaillera autour de la relecture de ce texte et quels sont les axes prioritaires sur lesquels il faut déplancher? Les axes prioritaires de mon point de vue, ce serait pousser le Cameroun à se doter d'une véritable entreprise de téléphonie mobile. Parce que je ne comprends pas que les autres concurrents aient 7 à 8 millions, voire 10 millions. Il y a même un opérateur qui dit qu'il a 10 millions d'abonnés par jour, M. Moutomé. Lorsqu'on nous donne la possibilité de mettre 1000 francs dans notre téléphone et on nous donne nos 45 000 pour appeler en une semaine. Si 1 million de personnes le font immédiatement là, vous voyez des milliards que ce monsieur brasse. Donc nous localement également, la possibilité sera de mettre sur pied une véritable société de téléphonie mobile et on a envisagé déjà créer une société d'infrastructure à part et puis mettre une compagnie qui sera concessionnaire comme les autres. Mais de mon point de vue, il faut qu'on donne un plus à cette société parce qu'en fait, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Regardez, en ces temps de Covid, on est en train de parler par exemple du téléenseignement. Vous pouvez envisager le téléenseignement sans bande passante? De mon point de vue, non. Vous pouvez envisager le téléenseignement sans un nombre suffisant de terminaux qui vous permettraient de le faire. Ça peut être des tablettes, ça peut être des ordinateurs, ça peut être même des desktops. Ce n'est pas possible. Et tirons également des enseignements d'une partie de nos échecs. Cette formule qui a consisté à dire qu'on aille dans un pays pour qui 75 milliards ne représentent rien, on s'endette à hauteur de 75 milliards et on laisse dans ce même pays, on vient encore mobiliser des lignes de financement ailleurs pour louer un avion pour aller transporter les ordinateurs là-bas pour ramener ici. On aurait pu signer même un contrat dans le commerce international, il y a ce qu'on appelle les incoterms. Je dis bon, moi j'achète ton ordinateur si, mais c'est le prix rendu à Yaoundé, c'est le prix rendu à Douala, c'est le prix rendu à l'aéroport international de Simalène, on aurait pu faire ça également. Donc le travail qui est en train d'être fait là-bas, de mon point de vue, à mon sens, et c'est même mon souhait, que Camtel devienne une véritable société de téléphonie qui ne fonctionne plus avec les archaïsmes de la société d'État de l'époque. Ce que M. Elimino ne vous a pas dit, mais c'est que M. Moutomé, Camtel, à l'époque, on parlait de Intercam. C'est une parenthèse. En fait, ça fonctionnait là-bas sur la base des lois qui n'avaient rien à voir avec l'économie. Hein. Vous débarquez sur un marché, on vous corrompt avant d'acheter votre produit. On ne voit ça nulle part en économie, on n'a jamais vu ça. Il fallait corrompre pour avoir un combiné téléphonique. Ça n'a pas de sens. Alors que le monsieur dit ouvertement qu'il est là pour exercer une activité commerciale. Donc je veux vendre mes lignes. Donc quand j'arrive maintenant, mon intention, ou alors mon souhait, c'est que j'ai le plus grand nombre de clients qui viennent vers moi. Mais si je suis encore là à demander que les gens me corrompent pour que je puisse je puisse leur vendre ce combiné. Et enfin, Monsieur Elimino ne l'a pas dit assez. Quand le téléphone portable est sorti, c'était un combiné qui pouvait peser même 10 kg. Il n'y avait que les forestiers qui avaient ça. Personne ne pouvait avoir. Qui pouvait aller donner 500 000 pour qu'on puisse lui donner ce produit? Donc tous ces mauvais comportements-là, il faut les élaguer entièrement et mettre sur pied maintenant, faire une sorte d'aggiornamento et on remet, mettons la salle là-dessus. Est-ce qu'on peut arriver à une situation où les 33% soient
complètement rejeté ou alors on va... Mais pourquoi on peut rejeter? S'il vous plaît, Oui, je vais répondre, oui. très rapidement. Oui. Non, moi je suis même pour le fait qu'on fasse venir par exemple Camtel Nulo. Pour moi, les 33%, je dis, on est en train d'égoter sur 12 milliards, 13 milliards, 14 milliards. Est-ce que vous savez que ces compagnies qui exercent ces concessionnaires, il y en a qui vous font 400 milliards de chiffre d'affaires à l'année? Ça veut dire que c'est plus d'1 milliard par jour, M. Moutomé. C'est plus d'1 milliard par jour. Donc, une bonne société, Camtel façon de parler, on pourra changer le nom, une bonne société d'infrastructure qui est mise sur pied et qui gère très bien, qui vend la fibre optique, qui vend la connexion, qui vend également, surtout quand nous avons l'administration, vous connaissez quelle administration qui peut fonctionner sans téléphone. Donc, je conclue là-dessus. Je dis, si on met un accent à mettre sur pied une véritable société concessionnaire des services de télécommunications, ça nous permettrait de gagner largement au-dessus des 12-13 milliards qui sont querellés depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Non, pour moi, les 33% devraient être diminués. Il faudrait, surtout qu'aujourd'hui, la technologie peut être contournée, on peut virtualiser l'email. L'État aurait à gagner à diversifier ses investissements, comme on l'a fait dans les années 70. La SNI a un portfolio très important auprès des brasseries du Cameroun et d'autres sociétés, Simacam, qui rapportent à l'État, au trésor de l'État chaque année. Il est désormais obligatoire pour nos pays d'exiger l'ouverture du capital de certaines entreprises qui viennent s'installer. Nous avons des entreprises chinoises installées aujourd'hui qui ont gagné des marchés de 3 000 à 4 000 milliards de francs CFA, dont l'État n'est pas actionnaire ou des privés camerounais. Ce n'est pas normal. Si on le fait, on peut également innover aujourd'hui. Si on a pu faire le cardiopad localement, on peut monter des téléphones et des tablettes localement. C'est ce dirigisme politique et économique qui est nécessaire pour la création d'emplois et la croissance du pays et même l'acquisition de technologies et le transfert de compétences. Comment voulez-vous que ces mêmes entreprises qui viennent, on ne leur exige pas d'avoir un minimum de 30% de cadres qui devraient être camerounais? D'accord, alors merci à vous, messieurs, le temps imparti à ce programme largement dépassé. Merci à la réalisation et à tous ces téléspectateurs qui sont restés connectés. Ils continuent d'ailleurs à nous envoyer des SMS. Merci à vous sur nos différents points d'accès, le 6 99 57 30 26 ou alors LTM TV officiel. Merci au docteur Biada que nous espérons retrouver très bientôt. Docteur Simon du RDPC, merci. Merci également à Georges Abesolo Meka, économiste à Belle-Île-Global. Merci encore. On espère vous retrouver. On a fait un grand retour. Merci beaucoup. On espère vous retrouver très bientôt. Président, rendez-vous ce mercredi 21. Ne manquez pas, bien évidemment, le coach de la télévision du monde. Une nouvelle problématique, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous.